Perfect. De Jean-François, tout le monde, est-ce qu'on te voit? Non, JF, on ne te voit pas. Donc, comme je disais aujourd'hui, on voit Sonic Innovation, suivi post-prothétique. Fabrication de l'aide-mémoire pour le suivi post-prothétique, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ça va être important parce que vous allez avoir un petit devoir cette semaine. Et la semaine prochaine, on va revoir. Je vous ai mis dans les ressources ce que j'ai appelé CPP1, CPP2 et CPP3. CPP1, CPP veut dire contrôle post-prothétique. J'ai abrégé un peu. Et dans la section, sous l'onglet CPP1, donc le contrôle post-prothétique 1, il y a 4 patients. Et on va le voir aujourd'hui comment vous allez bâtir votre aide-mémoire pour le suivi post-prothétique. C'est que le patient se présente, il faut valider un certain nombre d'informations qui va vous amener à trouver la solution. Et c'est pour ça qu'avec les 4 situations dans le contrôle post-prothétique 1, vous allez pouvoir vous exercer parce qu'on va voir le contrôle post-prothétique 2 et 3 ensemble la semaine prochaine. On va revoir les contrôles post-prothétiques 1. Donc, ça va nous permettre de savoir quel type de réponse quel type d'intervention on doit faire à ce moment-là. Puis, vous aurez aussi pour vous exercer 2 autres situations où ils contiennent chacun 2 patients. Donc, ça nous fait un total de 8 patients. Puis, c'est intéressant. Pour aujourd'hui, on va en voir aussi. Et évidemment, on va voir le formatif. Si on n'a pas le temps ce matin, je pensais plus le faire cet après-midi parce qu'on n'ira pas jouer dans le logiciel comme on avait fait avec Signa et avec Bernafon. Sonic Innovation, vous allez voir, c'est pas méga, ultra, super spectaculaire. Donc, chez Sonic, on a 2 logiciels, comme on retrouve chez Oticon, comme on retrouve chez Bernafon, comme on retrouve chez différents manufacturiers, Phonak, Unitron, par exemple, ExpressFit, qui est pour l'ancienne génération de prothèses, ExpressFit Pro, qui est pour la nouvelle génération de prothèses. Donc, dans notre cas, on retrouve sensiblement la même fonctionnalité qu'on retrouvait, le même visuel qu'on retrouvait chez Bernafon, par exemple, c'est du copier-coller. Puis voyez-vous, là, c'est Best Fit Fast et Best Fit Fast ils ont juste recréé, ils ont juste fait une petite modification des noms au niveau des méthodes prescriptives, mais comme je disais, on utilise NAL ou DSL depuis très longtemps. Il n'y a pas de data logging chez Sonic Innovation. Je vous avais déjà expliqué mon histoire de ketchup, là, Oticon, Bernafon et Sonic. Ben, Sonic, c'est le ketchup sans nom chez Provigo. Fait que il manque certaines affaires dedans. Il manque un peu de saveur et un peu de couleur à l'intérieur du logiciel. C'est des prothèses aussi. Je vais être honnête avec vous. Sonic Innovation fait beaucoup de prothèses à la Régie d'assurance maladie parce qu'une de leurs prothèses, ils ont la Connect Clip, qui est la Sound Clip qui s'appelle chez Sonic, qui est la Enchen 60. Honnêtement, c'est une prothèse qui est correcte, sans plus, relativement fragile, qui est la connexion, l'antenne Bluetooth à l'intérieur des prothèses n'est pas super, je vous dirais. On envoie beaucoup de prothèses en réparation pour faire le changement. D'ailleurs, j'ai une patiente à rappeler probablement après le cours pour que sa prothèse est arrivée. Ça ne communiquait pas. Il y avait juste la prothèse communiquait avec le téléphone cellulaire, mais juste une, pas les 2 prothèses, ce qui est un peu bizarre. Donc, un peu comme je vous disais, le même feature qu'on va voir. Dans notre cas, dans nos boîtes, on avait les Captivate 100. Donc, c'est un RIC. On choisit le type de haut-parleur qu'on a besoin. Il y a un bouton pressoir dessus. C'est une wireless direct. Il y a de la directivité, le wireless 2.4 GHz. Donc, c'est pour ça qu'on est capable, évidemment, et le NFMI. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de se brancher autant sur le cellulaire avec le 2.4 et autant avec qu'on puisse avoir la connectivité avec la Connect Clip, qui est la Sound Clip, excusez. Non, Connect Clip, c'est chez Oticon. Donc, même chose, c'est la même apparence. Honnêtement, c'est la même adaptation automatique. C'est la même patente. Je vais être honnête avec vous. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on perde énormément de temps là-dessus. Mais c'était juste pour vous la montrer. Le test NC s'appelle mesure du boîtier test. Pas de boîte test, mais du boîtier test. Se retrouve dans les outils. Je ne vous montre pas la procédure parce que vous la connaissez depuis un petit bout. Même chose, on retrouve 3, 6 ou 16 canaux juste ici au centre. Quand on appuie sur CR, on a nos ratios de compression. On a 3 programmes supplémentaires qu'on peut ajouter. Et on retrouve nos réglages fins, les programmes qu'on peut ajouter, notre gestionnaire de l'ARSEN qui est ici, le Frequency Transfer qui est notre principe d'abaissement fréquentiel,
qui est ici, et le Tinnitus Sound Support, qui est notre gestionnaire d'acouphènes chez Sonic Innovations. Comme je vous disais, assez basic. Évidemment, dans cette prothèse-là, j'avais le programme standard s'appelle universel. Les programmes supplémentaires peuvent se détailler sous différents noms, comme on avait vu chez Bernafon, puisque nous n'avons pas de bobine téléphonique, de T-coil à l'intérieur de la prothèse. Donc, le téléphone, on ne pourrait l'utiliser que sur M. On ne pourrait pas l'utiliser sur T et faire la modification MT ou T selon le besoin. Donc, comme je vous dirais, relativement de base, très rapide à faire l'ajustement. Notre mesure de Larsen, la même chose. On dit au patient de ne pas parler, on dit au patient de garder son calme et on fait le test. C'est pas très long, c'est de base. C'est une inversion de phase, mais dans les premières générations. Maintenant, on a eu des générations beaucoup plus évoluées qui sont capables de reconnaître, par exemple, certains sons de haute fréquence qui ne seraient pas du sifflement, on a une marge de sécurité qui est extrêmement grande chez Sonic Innovations, ce qui fait qu'il va nous couper du gain beaucoup. Il ne sera pas très, très tight sur. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, il décèle une fuite de son, par exemple, à 2500 Hz, ben, il va souvent ajouter 5 à 6 décibels de coupure de gain à ce qu'on aurait besoin dans une inversion de phase plus évoluée, ce qui fait qu'on perd beaucoup plus de gain. Donc, on doit on doit être beaucoup plus performant d'être pas plus performant, je vous dirais, mais être beaucoup plus, comment je vous dirais ça? Faire attention. Souvent, on va être capable de donner un peu plus de gain, même si on a tendance à toucher un peu la zone du Larsen, comme on l'a vu chez différents manufacturiers. Pardon. Est-ce que tu pourrais répéter parce qu'il y a une partie que j'ai perdue comme si ça s'est coupé? OK, je suis désolé. Donnez-moi juste une petite seconde. Sophie. C'est bon. En fin de compte, ce que je disais, Naïma, c'est que sur le gestionnaire de Larsen, il est beaucoup plus agressif que les gestionnaires de Larsen plus évolués qu'on connaît. Ce que je disais, c'est que par exemple, à 2500 Hz, où on pourrait avoir une fuite de son, bien, le logiciel va ajouter une coupure à l'inversion de phase d'environ 5 à 6 décibels. Donc, il est beaucoup plus agressif ou beaucoup plus conservateur à ce niveau-là, ce qui fait qu'il faut toujours, si on utilise le gestionnaire de Larsen, parce qu'on en a, on peut donner un petit peu plus de gain que ce que la prothèse va prescrire. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Vas-y, Nicolas. Patrice, peux-tu nous réexpliquer un peu le graphique justement qu'on voit, les courbes, puis nous dire un peu plus en détail, mettons, qu'est-ce que ça nous donne comme information? En fin de compte, le graphique qui est ici, si on suit mon curseur qui est ici, ça, c'est la sortie maximale de la prothèse auditive. D'accord? Ça ici. La zone bleue qui est ici, là, on ne regarde pas les deux colonnes qui sont là. La zone bleue, c'est le maximum que la prothèse va donner. Et la zone qui est ici, c'est la zone lorsqu'on aura appliqué le gestionnaire de Larsen. Donc, la prothèse a découvert qu'il y avait probablement une fuite de son à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc, le maximum de gain que je peux donner à la prothèse, c'est ça ici. Ça va? Ça ici, cette autre ligne-là, ça, c'est la cible. Donc, c'est le gain prescrit par la méthode prescriptive qu'on a choisie. La ligne bleue pleine qui est ici, c'est le gain qu'il y a dans la prothèse auditive. Et nos deux colonnes qui sont là sont notre compression fréquentielle. La zone qui est ici, c'est la zone comprimée. Et la zone qui est ici, c'est la zone de destination. Donc, cette zone-ci a été comprimée dans cette zone-ci. Est-ce que ça répond à la question, Nico? Oui, merci. Bienvenue. La ligne bleu pointillé, c'est quoi? La ligne bleu pointillé, celle-ci, Cassandra? Oui. OK, ça, c'est la cible de la méthode prescriptive. OK, merci. Bienvenue. Patrice, tu avais dit, quand tu as parlé de la ligne supérieure, le gain Ça ici? de la partie max, oui. Oui. Tu as parlé d'une zone bleue. Tu as dit ne pas regarder la zone bleue. Pas tout de suite, parce que j'y revenais tout de suite après. C'est-à-dire que la zone pointillée qui est ici est suite à la mesure du gestionnaire de Larsen. Donc, ça nous donne ce gain maximal-là. Mais le gain maximal de la prothèse est la zone bleue qui est ici au complet. Là. Je ne sais pas si tu vois, là, il y a une différence. Il y a un creux ici et ici.
Et ici, la zone ben, bleue est peut-être grise, là, mais vous savez que mon daltonisme, j'ai un peu de misère avec les couleurs. Là. Et je veux dire, cette zone ici, là, ça, c'est le gain maximal de la prothèse lorsque je n'ai pas de feedback. Et le gain que j'ai de disponible est ici, la zone pointillée en haut. Est-ce que c'est correct, Fawzi? Merci. Bienvenue. D'autres questions par rapport à ça? Ça ne semble pas. Excellent. Donc, c'est excellent. Pas que si vous n'avez pas de questions, mais on va passer au point suivant. C'est ça que je veux dire. Donc, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Donc, dans le gestionnaire de la scène, comme je vous disais, c'est qu'on a mesuré et c'est sur laquelle la réponse de la prothèse où on est arrivé. Ensuite de ça, le gestionnaire de l'arsène, on l'a mis en marche, la mesure est terminée. On peut accepter ou pas accepter la mesure. Par exemple, on se rend compte que notre mesure de l'arsène nous donne, par exemple, on aurait fait une erreur et on avait mis un dôme et puis il était beaucoup trop ventilé. Donc, au lieu d'accepter la mesure, on va plutôt la répéter à la place en changeant le dôme si, par exemple, on avait quelque chose qui coupait énormément comme ça ici. Patrice, Donc, oui? est-ce que c'est un vrai refus du test ou il va quand même garder une partie de ce qu'il a fait? Comme Non, on avec... recommence au complet. OK. Lorsqu'on va répéter, là, c'est comme un reset. Puis on revient directement à la. Si on fait répéter, là, je veux dire, il va annuler tout, on revient à la zone maximale et il reprend sa mesure au complet. Mais je veux dire, si on annule puis on décide de ne pas l'utiliser parce qu'à chaque fois qu'on le fait, c'est pas ce qu'on veut, est-ce qu'il va vraiment l'annuler ou il va garder un peu en mémoire ce qu'il fait quand Non, même? il ne gardera rien. Okay. Il ne gardera rien parce qu'il faut vraiment accepter la mesure pour qu'il fasse une application. Il n'appliquera pas comme la moitié ou le tiers de sa mesure. C'est que si on annule ou si on répète, en répétant, on recommence le test. En annulant, il ne tient compte de rien. Parfait. Donc, on retrouve dans ce qu'on parlait du frequency transfer, qui est l'abaissement fréquentiel. L'intensité, si vous vous rappelez, certains manufacturiers nous permettaient de donner une emphase un peu plus grande sur notre abaissement fréquentiel. Donc, lorsqu'on fait notre mesure, notre S, puis si on dit « je ne suis pas loin », bien, au lieu de le déplacer vers la gauche, bien, on peut lui donner une intensité un petit peu plus grande à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de manufacturiers qui font ça. C'est vraiment qu'un déplacement fréquentiel. C'est vraiment l'abaissement qu'on va faire, mais certains manufacturiers nous permettaient de le faire. Encore là, comme je vous ai déjà expliqué, l'abaissement fréquentiel, on fait nos mesures sur les cibles. Ensuite de ça, avant de faire l'adaptation aux sensations du patient, on lance un S, on voit s'il est audible, si on a un doute qu'il soit audible ou non. Il est audible, on ne fait rien. Il est inaudible, on met en place l'abaissement fréquentiel. Et ensuite de ça, on fait les ajustements en conséquence. Oui, Nicolas? Par rapport au graphique qu'on a en ce moment, là, la parole forte et la parole moyenne, à partir de 2000, ils viennent s'écraser. J'imagine que ça va être problématique dans l'oreille du patient, ça? Oui, absolument. Là, oui, tout à fait. Là, ton observation est tout à fait juste. Évidemment, la parole forte et la parole moyenne et la parole forte, ou la parole faible et la parole moyenne sont collées une sur l'autre. On va avoir probablement un ratio de compression de 1 dans les deux cas. Et le problème qu'on va voir surgir lorsque le patient va venir nous voir, il va dire j'ai l'impression que tout le monde crie, que c'est la parole forte, la parole moyenne, je ne suis pas capable de déterminer ce que les gens me disent. J'entends le bruit très fort autour parce qu'un coup qu'ils sont collés comme ça, nos ratios de compression sont à 1 carrément. Fait que, on va avoir plusieurs problèmes. Là, c'est parce que j'avais taponné sur la prothèse. Là, c'était surtout l'abaissement fréquentiel, mais effectivement, Nicolas, ton observation est tout à fait juste. Normalement, les deux vont être séparés parce que si elles ne le sont pas, on va avoir plusieurs problèmes. Et le patient va s'en plaindre directement au contrôle post-prothétique. Et souvent, c'est simplement, on n'a pas besoin de les décoller beaucoup, mais juste le fait qu'ils ne soient pas collés ensemble va créer une amélioration au niveau de la parole moyenne quand même assez substantielle pour le patient. Évidemment, lorsqu'on a fait nos ajustements, on va avoir fait attention à ça. Donc, ce n'est pas une situation qui devrait normalement se produire, mais ça arrive des fois. La parole forte est trop forte et là, on fait juste baisser la parole forte et on ne fait pas attention avec le ratio ou la parole faible, par exemple, et on ne fait pas la relation avec la parole moyenne et là, nos courbes finissent par se toucher.
On va le voir, par exemple, chez des patients qui ont des pertes très importantes en haute fréquence. Là, j'ai beaucoup de difficultés à donner du gain pour qu'on ait une sensation de perception de la parole. Et ce qui va faire que souvent, des fois, nos 3 courbes sont collées une sur l'autre. Et là, on a beaucoup de difficultés. Le patient peut avoir plusieurs difficultés. Mais c'est pas, normalement, il ne faut pas qu'elle se touche comme ça. Dans de rares cas, ça pourrait arriver parce que, exemple, mes cibles sont en bas de mes seuils d'audition, autant en haute fréquence qu'en haute fréquence. Puis toutes mes cibles, que ce soit la parole forte, la parole faible ou la parole moyenne, sont inaudibles. Fait que ça ne changerait rien, ça n'aura pas d'impact. Et c'est là que notre abaissement fréquentiel va venir nous aider. Donc, comme je vous disais, dans ce cas-ci, pour l'abaissement fréquentiel, la zone comprimée qui est ici, et ça ici, c'est la zone de destination. Donc, toute cette zone-là a été comprimée ici. C'était juste pour vous montrer visuellement. Je n'ai pas fait de test sur un vérifite. Ce n'était pas le but, mais c'était juste pour vous montrer ce côté-là. C'est dans quel cas? Parce que tu parlais justement du cas où toutes les cibles sont en bas du seuil d'audition, et ça arrive quand? Une perte importante en haute fréquence. Je dois te donner un exemple. Mettons 250, 500, 1000 et 1500 Hz sont autour de 30, 35, 40 décibels. Et à partir de 2000, tu es à 90. 90, 95, 100, 105 par exemple. Puis à 8000, tu n'as pas de seuil. N'importe quelle méthode prescriptive va faire que toutes tes cibles, paroles faibles, paroles moyennes et paroles fortes, vont être en bas des seuils d'audition. Ça sera impossible de lui redonner de l'audibilité à ce niveau-là avec la prothèse auditive sans avoir recours à un principe d'abaissement fréquentiel. Donc, dans ce cas-là, on suit quand même les cibles, même si... Oui, on pourrait, mais on ne s'acharnera pas d'une façon, je dirais, très importante à atteindre les cibles. Elles sont inaudibles, et des fois inaudibles de 25-30 décibels. Même si on est sur les cibles, on va s'occuper des cibles qui sont audibles. Et les cibles qui sont inaudibles, on va essayer d'être proche, mais on ne perdra pas un temps fou à faire ça. Parce qu'on va aller chercher le principe d'abaissement fréquentiel. Fait que Et là, il n'y aura pas de cible de toute façon. C'est vraiment que le S soit audible. Donc, pour essayer de redonner un peu plus d'audibilité au patient, le principe d'abaissement fréquentiel, peu importe quel moyen on choisit, c'est vraiment de ramener un peu d'audibilité au patient. Ce n'est pas parfait, mais si on est capable de lui donner des sensations sonores supplémentaires, ça va l'aider. Ça répond à la question, Naïma? Oui, merci. Bienvenue. Donc, le Tinnitus Sound Support, c'est un masqueur d'acouphènes. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. C'est un masqueur de bruit blanc, tout simplement. Et c'est pas le plus efficace, là. C'est notre fameux ketchup sans nom qui manque un peu de goût, là. Fait que c'est un masqueur d'acouphènes très, très de base qu'on n'utilise pas. C'est pas chez Sonic Innovations, comme je vous disais. À part de faire la prothèse RAMQ, on fait à peu près pas de prothèse chez Sonic. Donc, on retrouve le Speech Variable Processing, un peu l'enveloppe focus et le phonème focus. Si on se rappelle chez Bernafon la semaine passée, c'est un peu le même principe. Si on presse sur notre petit point d'interrogation, ça nous donne un peu plus de détails. Contrôle de la compression, donc parole dans un environnement bruyant, contrôle du gain dans un environnement bruyant uniquement. Contrôle de la compression, donc quand on est c'est notre fonction de transfert. Pas notre fonction de transition, pardon. Et le contrôle du gain, c'est vraiment notre environnement bruyant. Ce qu'on veut faire, c'est que si on est dans un environnement uniquement bruyant, il n'y a pas de parole, on ne voudrait pas que le gain soit d'autant fort pour que ce ne soit pas gênant pour le patient. C'est une question de confort uniquement. Mais sinon, c'est vraiment, comme je disais, très, très de base comme prothèse auditive. Ensuite de ça, on a dans la directivité, on a encore là nos speech in noise, notre réducteur de bruit, notre directivité. Le speech in noise, c'est notre... voyons, je vais finir par le dire. Excusez, je mange mes mots ce matin. Le speech in noise, c'est notre ratio de rapport signal sur bruit qui est ici. Et la réduction de nos bruits impulsionnels, l'algorithme de bruit impulsionnel qui est ici. Notre réducteur de vent, c'est on ou off. Et le gestionnaire des bruits faibles, qui est l'expansion, ici aussi, qui est on ou off. Donc, assez de base. Ça fait quand même un travail honnête, là, je ne vous le cacherai pas, là, mais ça ne vaut pas... à la rigueur, tant qu'à faire du Sonic, on fait du Bernafon. Vous avez plus de features, puis les prothèses sont plus évoluées. C'est un peu comme dans certaines marques de voitures.
chez Toyota, par exemple, ben, les Lexus sont plus évolués que les Toyota. Fait que c'est un peu ce principe-là qu'on va retrouver dans les prothèses auditives. Ensuite de ça, dans nos accessoires, le même principe qu'on avait chez les autres. Donc, au niveau du téléphone, on peut régler le microphone, on peut régler la perception des sons dans les accessoires et le renforcement des basses fréquences, entre autres. Ça, c'est pour le téléphone, le smartphone, pour mes collègues européens. Donc, pour le téléphone cellulaire, donc le niveau du téléphone par rapport au microphone, le niveau du microphone par rapport au téléphone, la perception des sons autour et le renforcement des basses fréquences. Et on va retrouver avec l'adaptateur télé et le sound clip, qui est la petite télécommande, un peu le même principe. Il y a un data logging à l'intérieur de la prothèse auditive, comme je vous disais tout à l'heure. Oui? Pouvez-vous revenir à l'autre écran? Oui. C'est quoi la différence entre niveau mic / téléphone et perception des sons? Okay. Niveau mic téléphone, c'est que si on regarde, ça, c'est uniquement la force du microphone de la prothèse par rapport au téléphone. Donc, si on le place à 0, c'est-à-dire que l'environnement est capté au même niveau que ce que le téléphone va nous donner, -3, -6. -3, le microphone de la prothèse est à -3 décibels par rapport au téléphone. Perception des sons, si on regarde plus grave, par défaut plus aigu, là, on va faire un ajustement sur la prothèse auditive. Pas un ajustement, mais on va rehausser les hautes fréquences ou rehausser les basses fréquences par rapport à la perception des sons. L'autre, c'est uniquement un rapport entre le microphone et le téléphone. Et ça, c'est vraiment par rapport à une perception, c'est au niveau fréquentiel. Puis ici, on a vraiment une espèce de boost des basses fréquences uniquement. Mais c'est les sons du téléphone ou les sons de l'environnement qui sont modifiés? Téléphone. Téléphone parce qu'on est sur l'ajustement du téléphone cellulaire. Donc, c'est vraiment les sons du téléphone. Donc, c'est deux ajustements. Ce n'est pas l'environnement, là. Ça, c'est par rapport au téléphone. Okay. Nicolas? C'est exactement ce que Jeff vient de demander. Je me demandais si c'était justement les micros comme dans la vie de tous les jours ou bien quand on utilisait le téléphone. Non, c'est uniquement le téléphone parce qu'on est vraiment sur l'adaptation du smartphone, du téléphone cellulaire. Donc, c'est la perception du cellulaire. Puis ça, c'est vraiment le rapport entre le microphone environnemental de la prothèse et le téléphone. C'est uniquement la balance de la perception du téléphone et de la perception par rapport au niveau des microphones de la prothèse. Et ça, c'est vraiment au niveau de la perception du son du téléphone. Puis là, si je vois en bas, on a le TV. J'imagine qu'on a des réglages semblables au niveau de la TV. Tout à fait. C'est le même principe, étant donné que c'est une source sonore externe. On va avoir le niveau de la télé, microphone TV, perception des sons et renforcement des là, voyez-vous là, volume par rapport à la télé, microphone par rapport à T, T de la TV, perception des sons et renforcement des basses fréquences. On a exactement les mêmes, mais pour la TV. Et avec le sound clip, on va avoir intensité du microphone à distance, le M par rapport au micro à distance, perception des sons. Exactement, c'est la même fonctionnalité, mais par rapport à l'accessoire qu'on va utiliser. C'est exactement la même chose. Ça va? On va avoir des questions. On a un data logging. Je n'avais pas de données, mais c'est un data logging qui est le nombre d'heures qu'on l'a porté. Puis, c'est à peu près tout. C'est assez. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de data logging, c'est à peu près ça. Ça ne sert à rien. C'est le nombre d'heures portées. C'est tout. Il n'y a pas d'autres fonctionnalités à l'intérieur du data logging. Donc, c'est très, très basic comme prothèse, comme je vous disais. Donc, est-ce qu'on a des questions par rapport à ça ou ça semble plus plate que jamais, hein, comme avec ce... Donc, ensuite, on termine la session. On a nos différents contrôles locaux. On va passer assez vite. Donc, le changement de programme ou le mode muet. Ça, c'est intéressant par contre. Le mode muet, certains patients, ce n'est pas toutes les prothèses auditives qu'ils ont. C'est peut-être un feature qui est intéressant. Au lieu de créer... Avant, on avait accès à un mode muet chez la majorité des manufacturiers, ce qui n'est plus le cas. Donc, ce qui fait que le patient pourrait utiliser, il est dans un environnement, il ne veut pas entendre le son qui est autour dans l'autobus, par exemple, parce qu'il est en train de lire un livre, exemple. Donc, il pourrait activer un mode muet
à l'intérieur de sa prothèse. C'est intéressant. Les indicateurs sonores, on en a une kyrielle encore une fois. Je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à en mettre autant. Je ne suis pas convaincu que c'est pertinent, mais bon, il y en a qui aiment ça. Les Sonic Innovations ont été les précurseurs à essayer d'inventer la 9e de Beethoven avec les différents indicateurs sonores. Je me rappelle d'une formation que j'ai suivie il y a à peu près une quinzaine d'années et quelqu'un avait fait un début de tune avec les indicateurs sonores qu'avait Sonic Innovation. Oui, je te vois rire, Naïma, mais c'est vrai, puis ils avaient partagé ses aptitudes de DJ avec 2 prothèses Sonic avec les indicateurs sonores. C'était assez rigolo. Dans une présentation, ça détendait l'atmosphère, mais lui aussi il trouvait un peu ridicule qu'il y en ait autant. Et pourtant, c'était un présentateur payé par Sonic Innovations, qui était un peu particulier. Mais bon. C'est indicateur visuel. Dans ce cas-là, j'ai passé par-dessus. Il n'y en a pas. Chez certains gros contours d'oreille, par exemple, on a un petit indicateur visuel qui nous dit si la pile est bonne ou pas sur la prothèse auditive. Souvent, avec les enfants, ça peut être pratique dans du pédiatrique d'avoir un indicateur visuel. Donc, les parents sont capables de voir en appuyant sur un petit bouton sur la prothèse, la pile est bonne. Des fois, l'enfant va dire « Oh oui, maman, la pile est bonne ». Finalement, il est content de ne pas entendre maman. Surtout dans nos temps de confinement où là, ça devient un peu plus difficile après 5 semaines complètes. Là. Fait que c'est pas. Sonnerie du SoundClip, c'est la même qu'on retrouve c'est le même principe qu'on trouve chez Oticon et chez Bernafon. C'est-à-dire que on peut avoir il y a un adaptateur au niveau du téléphone fixe, donc qui amène une sonnerie différente. Au niveau du mobile, ça amène une sonnerie. Et le BTD 800 USB, c'est une clé USB que Sennheiser vend, qui est compatible, qu'on branche dans l'ordi et qu'on est capable, lorsqu'on a, par exemple, notre téléphone qui rentre à l'intérieur de notre ordinateur. Souvent, certains appareils où notre ligne téléphonique, ce n'est pas une ligne dure ou une ligne fixe, c'est plutôt, ça rentre directement par l'ordinateur. Et pour pouvoir savoir si ça sonne, on a ce petit truc-là qu'on ajoute, qui est relativement dispendieux, qui est vendu par Sennheiser. Je ne connais pas de patients qui en ont acheté. Je pense qu'en Europe, c'est très populaire. Je pense. Je ne suis pas certain. Mais ici, c'est beaucoup plus le cellulaire, le mobile et la ligne fixe qu'on va utiliser. Dans le contrôle de nos acouphènes, le contrôle de volume, on peut jouer sur l'intensité du contrôle au niveau du masqueur d'acouphènes. Donc, on peut avoir en fin de compte, c'est 15 décibels, entre moins 7,5 et plus 7,5. Donc, le patient, si on lui donne le contrôle, avec son contrôle de volume, il est capable de jouer avec le masqueur d'acouphènes. Et ensuite de ça, à la fin, enregistrer et quitter, tout simplement. Il ne faut pas oublier. Nous avons nos petits, enfin, enregistrer et quitter, là, c'est juste ici. Ça ne se fait pas en ligne, comme on va le voir, par exemple, chez Signia ou chez Oticon, où ça se fait en ligne directe. Là. On n'aura pas ça, donc il ne faut juste pas oublier de le faire, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire en ligne? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire en ligne? En ligne, ça veut dire que, donc, je te prends une prothèse, par exemple, prends la Pure chez Signia. Aussitôt que tu fais un changement, il est directement installé dans la prothèse auditive. Tu n'es pas obligé d'enregistrer. Tu pourrais débrancher la prothèse, la donner au patient et il pourrait partir avec et les modifications sont enregistrées à l'intérieur. Contrairement à Phonak ou Unitron ou plusieurs autres manufacturiers où là, je suis obligé de faire enregistrer et quitter. La prothèse redémarre. Là. Quand je veux dire en ligne, c'est live, c'est en direct. Aussitôt que je fais une modification, ça s'installe directement dans la prothèse auditive. Je n'ai pas besoin de faire une procédure supplémentaire d'enregistrer et quitter. Vous avez dit Signia, Starkey, puis Oticon. Oticon qui le font? Oui. Okay. Tandis que les autres, il faut vraiment... Honnêtement, j'ai jamais pris de chance. J'ai toujours, avant de donner la prothèse au patient, j'ai toujours cliqué sur enregistrer la session, même en sachant que chez Signia, ça le fait. Ça complète le processus, puis notre séance est déjà enregistrée dans nos logs. J'ai toujours passé par ça, même si dans les autres cas, ça se fait directement. Donc, nos 3 accessoires, la SoundClip, le Phone Adaptator, qui est, en fin de compte, la boîte ressemble au TV là, pour la télévision, mais c'est pour ceux qui ont un téléphone fixe. Et on a une petite télécommande toute simple avec un bouton plus, un bouton moins, évidemment pour le volume, et un bouton programme qui est au centre. Donc, très, très simple pour les gens qui auraient besoin d'une télécommande, mais pas nécessairement. Honnêtement, je ne verrais pas pourquoi, à la rigueur, le microphone distant, le microphone déporté est intéressant avec la télécommande que d'avoir une télécommande de base. Il faut vraiment qu'un patient ait des besoins de base et qu'il n'y ait pas besoin de ce type d'accessoire-là.
Parce qu'à la rigueur, autant chez Bernafon, chez Oticon que chez Sonic, ça ici peut remplacer ça. C'est-à-dire que ça, je le mets près du haut-parleur de la télévision et j'ai le son de la télé qui rentre directement dans mes oreilles. Puis ça peut bien faire. Là. Ça peut être, au lieu d'acheter la boîte télé, c'est quelque chose qui peut dépanner quand même d'une façon intéressante. Donc, les deux applications, SoundLink 2 et Sonic SoundLink. Celle-là, c'est la nouvelle application. Celle-ci, c'est l'ancienne quand on avait une espèce de streamer à la Bernafon et la Oticon. Mais celle-là, c'est la nouvelle application qui fait à peu près la même chose que les autres applications. Contrôle de volume, contrôle de programme, différents vidéos instructifs qu'on peut avoir à l'intérieur de l'application. C'est une application qui est somme toute bien faite, qui s'inspire des autres. Les autres qui sont ses grands frères Bernafon et Oticon. Donc, voici pour Sonic, rien de très palpitant et de très, comment je pourrais vous dire ça, de très innovant, même si ça s'appelle Sonic Innovations, mais ça reste un produit qui est intéressant quand même. Donc, suivi post-prothétique. Là, on a vu à l'intérieur de des cours. On a vu la session passée, on a vu sélection. Là, on a fait l'appareillage du patient, on a fait nos ajustements, on a fait nos ajustements aux cibles, on a fait nos ajustements aux sensations, on a jumelé ça au téléphone cellulaire, on a fait le jumelage avec les accessoires, on a fait l'éducation prothétique de notre patient, on lui a tout montré. Là, tout est fait, l'ajustement est fait, tout, le patient est parti. Et évidemment, soit qu'on le rappelle au téléphone, et c'est toujours bien de faire un suivi téléphonique à peu près une semaine après, surtout chez un nouveau porteur, d'autant plus important chez un nouveau porteur. Mais par la suite, on va voir au bout de 2 ou 3 semaines, on va voir le patient pour ce qu'on appelle un suivi post-prothétique, un contrôle post-prothétique. Le suivi post-prothétique, c'est la validation de votre appareillage dans le quotidien du patient. Ce qu'on ne peut pas créer chez nous dans notre bureau, c'est comment le patient va se comporter avec sa prothèse dans son environnement naturel. Donc, j'ai l'impression de parler comme si on avait placé quelqu'un dans un jardin zoologique, là, mais dans son environnement naturel, chez lui. On ne peut pas recréer son environnement sonore de la maison chez nous, dans notre bureau. La télé, la résonance qu'il y a dans son appartement, les habitudes de vie qu'il a. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser 2 à 3 semaines avant de revoir le patient, parce que ça va nous permettre, effectivement, d'apporter des correctifs par rapport à son quotidien et l'utilisation. Comme Mueller disait, c'est une étape importante car cela permet à vous et à votre patient de savoir quels sont les bénéfices et ou le degré de satisfaction qui ont été atteints par l'utilisation de l'application. Évidemment, c'est une traduction libre de la phrase de Mueller, je ne l'ai pas mis en anglais, là, mais c'est dans une que vous retrouvez dans les livres que vous avez. Et effectivement, le contrôle post-prothétique, peu importe la façon que vous avez fait votre appareillage, peu importe le manufacturier que vous avez utilisé, peu importe la méthode prescriptive que vous avez utilisée, peu importe les accessoires qu'il a, peu importe, ce qui est important, c'est à la fin de tout ça, c'est en suivi post-prothétique et c'est super important de le faire, c'est que ça nous permet de savoir si le patient est content ou non. Donc, il faut focusser sur où ça fonctionne bien et ensuite, on va s'organiser pour régler les problèmes. Et ça, c'est vraiment important. C'est que si on focus uniquement sur ce qui ne va pas bien, bien, le patient va toujours avoir une image négative de la prothèse. Ah, je viens ici, je viens me plaindre, ça ne marche pas, ça n'a jamais fonctionné, je connais plein de monde où ça ne marche pas. Et là, ça déboule, le patient se plaint d'une façon assez importante. Alors que lorsqu'on voit, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la création d'une espèce de guide ou d'aide-mémoire, donc de passer à travers différentes situations et on se retrouve avec 80-85% des situations où ça fonctionne bien. Et là, on est capable de le montrer au patient au-delà du COSI. Lorsqu'on a fait le questionnaire COSI, de trouver des priorités du patient, ça, c'est des priorités auditives. Le suivi post-prothétique, le COSI arrive à la dernière rencontre du post-prothétique. Donc, souvent, on va avoir des contrôles du post-prothétique 1, post-prothétique 2, post-prothétique 3 ou post-prothétique final. Parce que le patient, surtout chez un nouveau porteur, on va avoir besoin des fois de le voir 2 ou 3 fois avant de revenir au questionnaire COSI. Donc, c'est le suivi post-prothétique et le questionnaire COSI qu'on va faire à la fin deviennent des compléments lorsqu'on a fini le processus d'appareillage. Évidemment, dans le suivi post-prothétique, la partie numéro 1, c'est vraiment la cueillette de données, c'est-à-dire qu'une visualisation des conduits auditifs externes. Ensuite, on vérifie le port régulier des prothèses auditives avec le data logging. La petite madame ou le petit monsieur qui vient nous voir, puis il dit « Ah, j'ai porté régulièrement les prothèses. » Posez-vous toujours une question quand il apporte les prothèses dans la boîte. Les prothèses ne sont pas sur ses oreilles, mais ils sont dans sa boîte. Là, il débarque dans votre bureau, il vient pour son contrôle post-pose. Je les porte tout le temps, puis il met la boîte sur votre bureau en disant « Et les prothèses sont dedans. » Vous ouvrez la boîte. Et il n'y a pas de trace de cérumen quelconque ou d'usure, même après 2 semaines, sur les prothèses. Posez-vous des questions. Donc, c'est important de lire le data logging.
étant donné qu'on l'a mis en marche et qu'on a averti le patient à quoi ça va nous servir au départ, le data logging, quand le patient vient, c'est là que vous le rappelez, vous dites, là, on va lire leur carnet de données qui est à l'intérieur de vos prothèses auditives. Si sa couleur change, il devient vert ou il devient tout pâle, ça veut dire que, là, vous avez un indice qu'effectivement, il n'a pas porté ses prothèses auditives. Ou là, il va dire, finalement, je ne les ai pas portées beaucoup. Ce n'est pas pour prendre en défaut le patient. Puis là, c'est là qu'on lui explique. On lui dit, en fin de compte, c'est juste que vous les portiez ou pas, ça vous regarde. Mais moi, pour m'aider à faire mon travail, ça serait important que vous les portiez. Fait que là, on est capable de faire un counseling et de renforcer le fait de porter des prothèses auditives. Ensuite de ça, on vérifie le confort. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que il y a on ne dira pas au patient s'il y a des points de pression, mais lui demander si c'est confortable. Derrière l'oreille, si c'est un RIC ou un contour. Dans l'oreille, si c'est un intra où il y a une coquille avec le dôme. On vérifie effectivement s'il y a un confort. La rétention, est-ce que ça tient bien sur vos oreilles? Est-ce que ça tient bien dans l'oreille? Donc, c'est important de valider ça. Et la manipulation, avez-vous de la difficulté à changer les piles? Non, je ne dirais pas avez-vous de la difficulté, faisons ça au positif. Comment ça s'est passé quand vous avez changé les piles? L'entretien, ça se passe bien. Changer le petit filtre au bout de la prothèse, est-ce que vous l'avez déjà fait? Le patient, c'est là, un ensemble de questions ouvertes. Là, il vous raconte un paquet de choses et là, on collecte les données et les informations d'une façon beaucoup plus conviviale à ce moment-là. Évidemment, s'il débarque chez vous, vert de rage, là, c'est sûr que là, on va commencer à jaser plus tranquillement ou s'il tire les prothèses comme ça m'est déjà arrivé sur le bureau, on se calme, puis on prend ça, on amène ça dans une dimension différente, là, mais d'habitude, c'est vraiment VCAE, data logging, on vérifie le confort, la rétention, manipulation, entretien. Ensuite de ça, on demande aux patients comment ça s'est passé à la télé, comment ça s'est passé, parce que souvent, lorsque vous allez avoir livré les prothèses auditives, il va vous dire « Ah, j'ai un spectacle, ça va être le fun, je vais vous faire l'essayer, je vais aller au cinéma, c'est prévu, j'ai un souper de famille. » Il va vous avoir donné des indices. Fait que vous, quand vous allez le revoir, vous allez dire « Ah ben, quand vous avez vu votre souper de famille, comment ça s'est passé? Ah, écoute, ça s'est bien passé. » Ou c'était de la boîte au complet. C'est là que vous allez voir, vous allez essayer de quantifier les bénéfices avec lui. On ne parle pas du questionnaire COSI tout de suite, là, ou du questionnaire maison que vous auriez pu utiliser, là. Donc, quels sont les bénéfices? Donc là, on a commencé de façon positive. Ensuite de ça, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? En groupe, j'ai trouvé ça difficile. Là, il porte une ou deux prothèses auditives. Là, ça va nous aider à faire l'ajustement au niveau des algorithmes. Ensuite de ça, valider la sensation du patient. Est-ce que les voix faibles, vous les avez bien perçues? Les voix normales? Est-ce que la sonnerie du téléphone, la sonnerie de la porte, par exemple, le bruit du micro-ondes? On va vérifier les sons environnementaux. Et ça, si vous vous référez au guide des compétences, quand vous allez vers la fin, on a les rencontres post-prothétiques qu'on appelle. Et on voit vraiment de façon spécifique, et je vous dirais, pour bâtir votre aide-mémoire, inspirez-vous de ça, de cette section-là. Les sons environnementaux, la voix faible, la voix forte, le vent, tout ça, comment ça s'est passé. Donc, ça vient vraiment. Donc, validation des sensations du patient, analyse du carnet de données. Donc, ce qui est important, c'est au-delà de, oui, on a validé ça parce qu'on a branché la prothèse auditive, le nombre d'heures qu'il les a portées. Ensuite, est-ce qu'il a changé le volume? Dans quel environnement il s'est retrouvé? Est-ce qu'il a utilisé beaucoup le téléphone cellulaire, par exemple? Est-ce qu'il a, dans quel type de programme il a utilisé? Ça va nous donner quand même beaucoup de détails pour orienter nos interventions futures. Mesure au tympan antérieur analysée. Donc, quand vous avez fait vos speech maps précédents, donc c'est bien de les avoir sous la main et de pouvoir regarder, juste d'y jeter un coup d'œil. Et c'est souvent ce que vous allez avoir tendance à oublier en stage. Je vous le dis tout de suite, là. C'est-à-dire, quand on va aller vous voir en stage, là, de revérifier les mesures au tympan antérieur, vous n'avez pas tendance, vous passez dans le dossier, mais vous ne les ressortez pas. Ce n'est pas mauvais de les ressortir parce que ça va souvent nous aider à mieux cibler les problématiques rencontrées. Donc, si le patient se plaint que la voix faible, il ne l'a pas bien entendu, mais lorsque j'ai fait mes mesures aux sensations, ma voix faible était vraiment en bas des cibles, bien, on sait que l'intervention suivante, je vais avoir à augmenter la voix faible, par exemple, qui va pour se rapprocher un peu plus des cibles pour de l'audibilité. Aussi, l'inspection visuelle. On fait tout le temps? Excuse-moi, Cassie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps de rechecker les mesures au tampon? En fait, de les visualiser, pas nécessairement de refaire les mesures, mais c'est parce que ça va nous donner, au lieu d'être un peu dans le flou et de savoir que le patient t'a donné des problèmes qu'il a rencontrés, et l'explication, tu vas la trouver juste en regardant les mesures in vivo que tu as fait précédemment. Ah, OK, je comprends. Là, je vais
je sais quoi faire, je sais quoi augmenter, parce que des fois, il te donne quelque chose qui est relativement vaste. Et quelle est l'intervention? Comment tu vas cibler ton intervention? Bien, juste visuellement, toi, en regardant les mesures au tympan, tu dis, OK, je comprends pourquoi il y a ce type de problème-là. Je n'ai pas d'abaissement fréquentiel. Je comprends pourquoi ça arrive. Fait que ça te permet de voir cette situation-là. Pas de les refaire nécessairement, mais juste de les visualiser. Ça va nous donner, c'est un outil supplémentaire. OK. Et une chose qui, bienvenue. Et une chose qui est importante, l'inspection visuelle et écouter la prothèse auditive. Donc, visuel, savoir si la coquille est craquée, si la prothèse, il y a un bris dessus. Donc, de toujours, même si ça fait 2 semaines, il y a des patients qui sont durs avec leur prothèse. Moi, j'ai déjà vu des coquilles qui étaient craquées au bout de 2 semaines. Ils tiennent la coquille avec leurs doigts comme s'ils tenaient, je ne sais pas, une bille en acier. Là. C'est pas si il y en a que il y en a qui n'ont pas de sensibilité au bout des doigts. Et ça, on peut comprendre. Et là, il faudra faire une intervention différente pour lui montrer comment mettre la prothèse. Donc, s'ils n'ont pas de sensation, ils tiennent ça très, très fort. Mais il y a des patients qui tiennent ça. Là, moi, ça m'est déjà arrivé avec des patients de leur demander, montrez-moi. Je leur donnais mon doigt, par exemple, je leur disais, comment vous tenez votre coquille? Écoutez, ils m'écrasaient quasiment le doigt. Ils me disaient, OK, là, on peut y aller délicatement, on peut faire attention là, à ce niveau-là. Donc, important de, juste comme je disais, les mesures au tympan, de les visualiser et d'écouter la prothèse auditive. Le patient peut vous dire, je ne comprends pas, depuis une couple de jours, ma prothèse est faible. Avez-vous changé le capuchon? Oui, vous l'écoutez, finalement, le récepteur est brisé. Le haut-parleur est brisé sur la prothèse, ça peut arriver. Même si les prothèses sont neuves, ce n'est pas exclu. Les microphones peuvent être bloqués, ça peut arriver. On voit de tout, même après 2-3 semaines. Donc, la visualisation des conduits auditifs externes permet de vérifier la présence d'anomalies dans le conduit auditif. Bien, là, je ne vous ferai pas un cours de AA1, là, en lien avec là où les problématiques du patient. Cérumen, rougeur, écoulement. De plus, ça permet de référer si on a un red flag. On regarde dans l'oreille, on a du sang, médecin. Il y a des écoulements un peu verdâtres et un peu odorants. ORL. On a point de pression. Bien là, ça va nous permettre de faire une intervention au niveau de la modification de la coquille ou de la prothèse dans l'oreille. Et s'il y a présence beaucoup de cérumen, bien, soit qu'on l'enlève parce qu'on peut le faire et on est capable de le faire, ou de référer pour faire enlever le cérumen. Donc, à chaque fois qu'on voit un patient, à chaque fois qu'un patient se présente devant nous, on fait toujours une visualisation, on fait toujours une otoscopie pour s'assurer que, OK, l'oreille est claire, il n'y a pas de débris, il n'y a pas de... Moi, j'ai déjà trouvé de la ouate, j'ai déjà vu des insectes dans une oreille, j'ai déjà trouvé un bloc Lego. L'unité des blocs Lego, là, c'est un jeune enfant, il avait ça dans l'oreille. Je ne sais pas pourquoi que les enfants se mettent des trucs dans le nez et dans les oreilles, ça doit faire partie de l'apprentissage, mais on a déjà vu ça. Donc, réfère chez l'ORL. J'ai déjà raconté, la patiente qui ne comprenait pas, n'entendait pas bien, elle se mettait de la ouate dans les oreilles quand elle se lavait les cheveux, puis elle avait oublié d'enlever la ouate, elle avait compacté ça au fond. Il a fallu l'envoyer chez le médecin. Donc, toujours, avant de supposer que la prothèse, le patient se plaint, la prothèse siffle, dans 75% des cas, c'est un bouchon de cérumen. Fait que c'est pas assez. Donc, il faut vraiment. Puis les gens, des fois, on trouve des trucs un peu weirdo dans les oreilles. Donc, port régulier des prothèses. Les prothèses devraient être portées du lever jusqu'au coucher. C'est ma philosophie. Du lever jusqu'au coucher pour favoriser l'adaptation et pour limiter les effets d'une perte auditive non traitée. Privation sensorielle, privation de communication, etc. Donc, quand les patients demandent, je devrais porter la prothèse auditive combien de temps? Moi, je leur dis, vous levez le matin, vous la mettez, vous l'enlevez le soir. Ça nous permet d'accumuler une information dans le carnet de données qui est pertinente. 2, ça nous permet de s'assurer qu'il y ait l'adaptation physique, donc qu'il soit capable de la porter, et de l'adaptation acoustique au niveau de la prothèse auditive soit faite. Et ça se fait normalement dans les premiers 10-12 jours. Si le patient la porte 2 heures par jour, ça va étirer ce côté-là et on pourra avoir certains problèmes. Oui, Jessie? Oui, quelqu'un qui serait un petit peu plus sensible au son fort ou que tu vois qu'elle va peut-être pas être capable justement de porter la prothèse du matin au soir, est-ce que tu suggères autre chose? Ben oui, là, à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on mettrait en place un protocole de port de prothèse. Moi, ça m'est déjà arrivé avec un patient. Effectivement, on leur dit, par exemple, vous devez porter votre prothèse du lever jusqu'au coucher. On voit la personne, ou quand on l'appelle au téléphone, par exemple, au bout d'une semaine, quand c'est un nouveau porteur, il dit, Monsieur Pelletier, je ne suis pas capable de la porter. On dit, parfait. Là, ce que vous allez faire, vous allez la porter pour la prochaine semaine tous les matins. Vous allez la mettre le matin, vous allez l'enlever sur l'heure du midi. Dans la semaine suivante, vous la mettez le matin, puis vous l'enlevez pour souper. Donc, vous allez la porter le matin et l'après-midi. Et 3e semaine, vous la portez toute la journée. Et souvent, au bout de
au bout de la deuxième semaine, ils oublient de l'enlever sur l'heure du souper. Ils le font les premières journées, mais après ça, ils l'apportent toute la journée. Il y a des gens, c'est une question d'habitude sonore, c'est vraiment d'adaptation sonore. Donc, on va le faire comme ça. Ou on pourrait dire, vous allez l'apporter 3 heures par jour pendant la première semaine, 6 heures par jour la deuxième semaine. On peut faire ça comme ça. D'habitude, on n'échelonnera pas ça sur plus de 4 semaines, par exemple. Si quelqu'un prend son temps, mais oui, c'est un protocole de port de prothèse, on va le faire, mais je ne ferai pas ça de façon systématique. De façon systématique, vous l'apportez du lever jusqu'au coucher. L'exception est le protocole de port de prothèse. Ça va, Jessie? Good. Oui, merci. Bienvenue. Donc, le port régulier des prothèses. Ensuite de ça, dans le confort, comme je disais tout à l'heure, l'embout, le dôme, la coquille et la prothèse auditive doivent être confortables. Sinon, ça peut entraîner des blessures, diminuer les heures de port de prothèse dues à l'inconfort. Et ça, on va le voir. Et surtout chez les nouveaux porteurs. Ils mettent la prothèse de gauche dans l'oreille droite, la coquille tourne, ils mettent la prothèse à l'envers dans l'oreille. Même si on leur a montré, on a pratiqué avec eux, ils l'ont fait avec nous. Ça, c'est un enjeu qui peut être relativement important, entre autres chez certains patients avec déficit cognitif, par exemple. Donc, il faut vraiment s'assurer que lorsqu'on a fait l'éducation prothétique, et si on a trouvé que la personne, même après avoir que la personne ait pratiqué pendant plusieurs, je ne dirais pas plusieurs heures, mais quand même à plusieurs reprises dans votre bureau, de vous garder une note parce qu'il va probablement avoir de la rééducation prothétique au niveau de l'utilisation du port de la prothèse, de l'insertion de la prothèse à refaire. Donc, c'est important de le noter correctement à l'intérieur du dossier parce que le confort est hyper important. Et c'est pour ça qu'on a des fois des modifications à faire ou de refaire un remake, par exemple. Donc, la rétention, évidemment, un manque de rétention au niveau de l'embout peut diminuer la puissance de l'écouteur. Donc, évidemment, on ne parle pas nécessairement de feedback, mais on parle vraiment de perte de puissance, d'augmenter les possibilités d'effet de Larsen, évidemment, et en même occasion de la perte de la prothèse. Et ça va arriver des patients qui ils pensent qu'ils la mettent correctement, mais ils ne la mettent pas bien. Puis ils se disent, ah, ben à un moment donné, je l'ai retrouvée par terre. Il faut juste faire attention qu'ils la mettent correctement et qu'on ait la rétention nécessaire. Par exemple, on aurait une coquille où on n'a pas de canal lock, on a un dôme où on n'aurait pas l'espèce de petit truc en plastique, l'objet de rétention, là, le petit fil de rétention, je ne parle pas de la tige d'extraction, mais l'espèce de petit fil qu'on peut placer au niveau de l'espèce de languette. Là, donc, ça, c'est important de s'assurer que ça soit disponible, que ça soit là si la personne le place correctement ou non. Donc, évidemment, dans la manipulation, une mauvaise manipulation peut engendrer, évidemment, un mauvais placement de la prothèse auditive, une diminution des performances de la prothèse. De même, un mauvais placement peut entraîner aussi des blessures. Donc, on a déjà vu des patients avec des blessures au sang à l'intérieur de la conque. C'est au niveau des points de pression très importants. Du cartilage endolori, c'est extrêmement douloureux, c'est long à guérir, long. C'est qu'il ne faut pas qu'il porte la prothèse. Donc, un point de pression, ça va irradier tout le pavillon. Il y en a que ça descend dans le cou, il y en a que ça descend. Il y en a que ça monte au niveau du fascia de l'os temporal. Il y en a que ça peut être assez particulier. Des gens qui sont plus sensibles, donc il faut simplement faire attention. C'est quoi ça qui peut aller jusqu'à... Par exemple, un point de pression qu'on aurait, par exemple, j'enlève un écouteur, un point de pression qu'on aurait dans la conque, bien souvent, ça va irradier complètement le pavillon, même si le point de pression, c'est par exemple au tragus. Puis chez certaines personnes, ça va monter au niveau de la tête. Donc, la douleur va irradier tout le côté de la tête au niveau de l'os temporal. Ce n'est pas l'os qui fait mal, là, mais c'est le fascia du muscle ou la peau. Il y en a que ça descend dans le cou, par exemple. C'est assez. Il y en a que c'est assez. On a déjà vu chez un patient, écoutez, on ne sait pas pourquoi, là, il s'était ramassé avec un mal de dents. Le trijumeau avait été affecté. Oui, il y a des gens qui sont assez sensitifs. Là, ça peut être assez particulier. Mais écoutez, en 30 ans de carrière, c'est arrivé une fois. Là. On s'en souvient parce que ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. Mais c'est la manipulation. Donc, c'est important de jamais, il ne faut jamais sous-estimer. Ça peut vous sembler fastidieux, le fait de montrer comment différencier la gauche de la droite, comment la mettre dans l'oreille, comment changer la pile, comment manipuler, comment la tenir à l'intérieur de sa main pour pouvoir l'insérer correctement, les différents repères visuels. Ça prend du temps pour faire ça avec des patients, mais il faut le faire correctement. La pire chose qui pourrait arriver, c'est de bâcler cette étape-là qui fait que le patient ne la porte pas, le patient se blesse, le patient perd sa prothèse auditive et à la fin, le patient est en simonac après vous autres parce que vous n'avez pas fait le travail au complet. Donc, ça demeure une partie de notre travail qui est quand même important, ce qu'on appelle l'éducation prothétique. Et imaginons justement qu'on modifie l'embout et que ça lui fait toujours mal. Est-ce que
lui mettre un dôme, c'est une solution. Ça pourrait en être une, par exemple, si c'est applicable, on ferait un remake avec un modèle différent. Oui, toutes les réponses sont bonnes. Il faut faire quelque chose. Mais oui, effectivement, c'est déjà arrivé. On fait une coquille parce que théoriquement, c'est l'application, c'est l'emboutologie nécessaire par rapport à la perte. Le patient n'est pas capable de la porter, la coquille. Tu modifies, tu fais un paquet d'affaires, finalement, tu mets un dôme, puis le patient se sent confortable. Au bout de la course, il faut que le patient, même si j'ai rogné un peu sur le gain de la prothèse, mais il la porte. Ça nous est arrivé récemment, il y a à peu près quoi, juste avant les fêtes, ou un patient qui, c'est pas ça qu'il devrait avoir, mais il sent sa voix constamment résonner. On essaie de coquille, dôme et tout, puis c'est vraiment un dôme ouvert. On perd du gain, mais c'est pas, il apporte la prothèse. Éventuellement, on l'amènera probablement avec un dôme un peu plus fermé, mais c'est un processus à long terme. Mais oui, ça peut être une des solutions, Naïma. Oui, Jessie? Pour un patient qui n'a pas le choix d'avoir, disons, un embout personnalisé, Oui. mais qui a un point de pression, je me suis toujours demandé comment on fait pour, mettons qu'on veut buffer la surface. Oui. Comment on fait pour savoir c'est où? Comme, y a-t-il des trucs ou... Ben, c'est très visuel. Tu regardes où est le point de pression dans l'oreille, tu le visualises sur l'embout auriculaire ou sur la coquille et tu fais la modification. Puis là, tu le réessais dans l'oreille du patient, puis là, tu lui dis est-ce que ça vous semble plus confortable? Est-ce que c'est moins confortable? Puis là, il va dire ça presse un petit peu, puis là, on modifie. Il ne faut pas modifier beaucoup, il faut modifier un peu à chaque fois. Et dans certains cas, par exemple, on va retrouver des patients qui ont des points, par exemple, dans l'hélix. Il faut carrément buffer l'hélix au complet. Ce n'est pas la partie qui est dans la conque, mais la partie qui est vraiment le point de rétention dans l'hélix, au niveau de la racine de l'hélix. Des fois, il faut le buffer au complet. Le patient est incapable de le mettre en dessous du repli de peau, par exemple. C'est vraiment, ça, c'est pareil, c'est erreur, je te dirais, Jessie. Tu modifies, puis là, le patient te dit c'est un peu plus confortable. Là, on le laissait comme ça, puis là, on rappelle le patient, puis il dit oui, c'est plus confortable. Non, c'est pas plus confortable. Puis là, on recommence, puis on essaie. Puis sinon, on va jusqu'au remake, parce que dans certains cas, on n'a pas une marge de manœuvre qui est extrêmement grande dans la modification. Quand tu as 3, 4, 4, 5 mm d'épais sur la coquille, vas-y pas à grands coups de buffer parce que tu vas faire des trous partout. C'est ça, puis y a-t-il une façon de vérifier, parce que j'imagine que ça peut affecter l'étanchéité ou quoi que ce soit, si tu fais trop. Exact, mais oui. Comment tu fais pour savoir que tu as trop bas? Au début, mettons, on n'a pas d'expérience. Comment on fait pour savoir si c'était trop? Même quand tu as de l'expérience, Jessie, je te dirais que c'est le bout qui nous achale le plus. Tu modifies, puis là, tu dis, j'espère. Puis ça va arriver. Le pire, c'est que ça arrive souvent chez des patients qui ont besoin de beaucoup de gains. Ils ont des embouts en silicone, ils ont des allergies, puis ils sont sensibles dans les oreilles. Tu sais, tout pour foutre la merde. Fait que là, tu modifies un peu. Puis à un moment donné, tu modifies un peu, puis ce peu-là est trop, puis l'embout siffle. Fait que là, tu recommences. Fait qu'il n'y a pas de. C'est vraiment, tu modifies un petit peu, puis quand je dis un petit peu, là, tu modifies, tu polis, tu remets ça dans l'oreille, non, tu replates, tu refais des modifications. À un moment donné, ça va arriver, tu vas avoir atteint le point de non-retour, puis il faut que tu refasses l'embout. Fait que c'est pas. Je te dirais que c'est. L'expérience, oui, va rentrer en ligne de compte, mais on se fait prendre des fois. De faire des trous dans les coquilles, ça m'arrive. Je modifie, puis je vois le dedans de la prothèse. Coudonc. Faut que je répare. J'ai pas le choix. Ça arrive. Puis si le patient se prend vraiment de douleurs très importantes, c'est là qu'on va aller au remake. Vraiment beaucoup plus. Mais c'est essai-erreur. Oui, vas-y, Naïma. Est-ce que ça arrive que des patients ne supportent vraiment pas d'avoir quelque chose dans l'oreille? De mémoire, oui, c'est déjà arrivé. C'est pas fréquent, c'est très, très rare, mais oui. Un patient qui est incapable de porter une prothèse outil, au bout de la course, là, peu importe, oui, c'est déjà arrivé. Je me souviens d'une madame, entre autres, d'une dame, entre autres, là, qui, elle, peu importe ce qu'on avait fait, on avait même placé le plus petit dôme possible. À la rigueur, à un moment donné, je n'avais même pas rien mis, j'avais mis juste le récepteur dans son oreille, le haut-parleur. Elle dit non, je le sens. Puis, tu sais, ça. Écoute, elle pouvait perdre la prothèse, surtout qu'elle penchait la tête. Là, il y en avait probablement une question psychologique qui était à cet égard-là, mais ça peut arriver. Des gens qui sont hypersensibles, comme des gens qui souffrent d'hypersonie, par exemple, ou de misophonie, par exemple, des gens qui ont peur du son. Donc, on va retrouver la même chose, de porter la prothèse, son côté psychologique. Tu accompagnes la personne, à un moment donné, ça dépasse ta compétence. Tu le réfères à l'Institut d'adaptation en psychologie, puis là, tu la revois au bout de 3-4 ans où là, elle a accepté son problème et tout ça. Mais la cause part de beaucoup plus loin que le simple fait d'avoir une surdité et de ne pas être capable de porter la prothèse. Mais il y a des gens qui sont sensibles, oui, que là,
des fois, c'est peine perdue, peu importe l'expérience que tu pourras avoir, tu vas avoir de la difficulté à les, pas à les convaincre, mais du fait qu'ils portent leur prothèse d'outil. Fait qu'ils les portent de façon sporadique. Puis dans les pires des cas, c'est qu'ils les portent quand ils vont, par exemple, dans des environnements très, très bruyants parce qu'ils disent, ben là, c'est important que j'entende bien. Puis finalement, ils n'entendent rien parce qu'ils n'ont pas fait d'adaptation au niveau sonore. Fait que c'est un cercle vicieux. Puis là, on retrouve les gens au bout de 5-6 ans. Puis là, ils disent, ah là, je suis prêt à porter ma prothèse. La prothèse est neuve. La prothèse est, elle n'a jamais été portée. La prothèse est plus âgée, mais elle fonctionne encore très bien. Fait que là, on recommence. Parce que souvent, on va voir, des fois, ces patients-là, ils vont venir au bout de 5-6 ans et dire, ah, il y a de la nouvelle technologie. Effectivement, mais puisqu'ils n'ont jamais porté leur prothèse, fait que souvent, on va faire cette espèce de contrôle post-prothétique 5-6 ans plus tard. Puis ils recommencent à porter leur prothèse. Et quand là, ils portent bien leur prothèse et que là, ils sont prêts, bien là, on va souvent changer de génération de prothèse parce que là, ils vont être prêts et ils vont être bien adaptés. Des fois, on va le faire comme ça parce que juste le fait de changer la prothèse auditive, est-ce qu'on va recommencer le même manège? C'est possible. Il faut penser aussi aux patients qui portent la prothèse dans cette situation-là. Donc, comme je disais, manipulation. Donc, évidemment, une difficulté de manipulation peut aussi nuire à l'autonomie du patient. Il n'entend pas bien, de la difficulté, problème d'équilibre. Donc, son autonomie peut jouer aussi à ce niveau-là. Il ne répond pas bien, il est isolé socialement, il ne participe pas aux activités à la résidence où il demeure ou, je veux dire, que ce soit en résidence de personnes âgées, que ce soit à la maison. Donc, son autonomie, quand on parle d'autonomie, on ne parle pas juste d'autonomie cognitive, on parle d'autonomie aussi physique. Donc, elle ne va plus faire les courses, elle ne participe plus à rien. Donc, la personne peut amener un isolement, donc important à ce niveau-là. Donc, la manipulation, parce qu'il ne porte pas, peut amener à cet isolement-là et à cette diminution d'autonomie-là. Évidemment, donc, comme je vous disais, exemple, une de vos patientes a beaucoup de difficultés à placer sa prothèse RIC. Lorsqu'elle réussit à le faire, cela elle prend beaucoup de temps, elle perd patience, puis elle ne veut pas l'utiliser. Donc, ça devient important j'allais dire de l'éduquer comme il faut, là, mais de lui donner l'éducation prothétique correcte pour qu'elle puisse manipuler la prothèse correctement. Donc, l'entretien. Évidemment, un mauvais entretien peut diminuer l'efficacité des prothèses. Un microphone ou un écouteur bouché peut diminuer considérablement la puissance de la prothèse au tympan. Donc, quand on parlait au début, collecte des données, visualisation, on regarde, on fait un test d'écoute et une inspection visuelle de la prothèse auditive. On découvre peut-être que ce patient-là fait beaucoup de cérumène parce qu'il porte une prothèse. Bien là, nos conseils d'entretien vont probablement être différents aussi. Donc, ça fait partie de notre travail d'évaluer ça également. Donc, quand on parlait des bénéfices, quels sont les bénéfices constatés avec les prothèses auditives? Ce qui permet aux patients et à l'audioprothésiste de se concentrer sur les changements positifs apportés à cette situation. Au départ, on met ça positif et par la suite, on voit au niveau des problèmes rencontrés. Quels sont les problèmes rencontrés? Qui sont souvent ces 2-3 situations, puis souvent ces situations-là se recoupent ensemble. Je n'ai pas besoin de faire 7-8 ajustements dans la prothèse. Des fois, c'est 1 ou 2, puis toutes ces situations-là répondent au même impératif d'ajustement. Donc là, ça permet à l'audioprothésiste d'identifier dès le départ les sources plus problématiques vécues par le patient, puis de faire nos interventions en conséquence. Donc, ensuite de ça, comme je vous disais, dans le suivi post-prothétique, on a fait toute notre inspection visuelle, carnet de données, tout ça. Validation des sensations du patient. Donc, dans la validation de la sensation du patient, on vérifie la voix faible, la voix forte, est-ce qu'il entend bien à gauche, à droite, est-ce qu'il est capable de latéraliser correctement? Quand ça vient gauche, ça vient arrière. Avant, c'est facile parce qu'on a un indice visuel. Mais encore là, il faut faire attention. Les patients qui ont une vision basse ou une cécité complète, ces yeux ne lui servent pas. Donc, est-ce qu'il est capable de se représenter dans l'espace, être capable de déterminer si ça vient gauche, droite, avant, arrière? Détection des signaux de la porte, du micro-ondes, signaux du téléphone, signal du téléphone, détection de la parole faible, de la parole conversationnelle, de sa propre voix, comme je vous disais tout à l'heure. Compréhension de la parole dans le calme, compréhension de la parole dans le bruit et l'inconfort de certains sons. Donc, on lui pose la question, dans la majorité des cas, la compréhension de la parole dans le calme, à moins qu'on ait un IMDS extrêmement faible, il va dire oui, je l'entends bien. Où on va se retrouver dans la majorité des cas avec des problèmes, c'est surtout au niveau de la parole dans le bruit, puis peut-être l'inconfort avec certains sons. Certains patients, même si on est sur nos cibles, même si on a notre marge sécuritaire avec notre MPO, des gens peuvent sentir un certain inconfort. La compréhension de la parole dans le bruit, évidemment, avec les nouvelles générations de prothèses, on est beaucoup plus performant, mais certains patients pourraient quand même s'en plaindre et c'est le principal ennemi à abattre. Après le cérumen et les bouchons de cérumen dans les oreilles des patients,
c'est la compréhension de la parole dans le bruit. Donc, on a vu les sensations qu'il y a, les détections de signaux, paroles faibles, paroles conversationnelles, sa propre voix, est-ce que ça résonne ou non. Parole dans le calme, d'habitude, ça va super bien. Et ensuite de ça, compréhension de la parole dans le bruit et l'inconfort à certains sons. Donc, dans votre espèce d'aide-mémoire, là, je vous dirais que de retrouver ces 5 situations-là qu'on puisse valider à cocher, c'est comme, je vous donne un indice, c'est quand même important. Et comme on disait au début, excusez, je recule, là, ce ne sera pas long. C'est ici, là, cueillette des données, là, c'est vos espèces de petites cases à cocher, là. Visualisation, port régulier, confort, rétention, manipulation, entretien, bénéfice, là, tout ça, là, validation des sensations, plus ça va faire partie, plus ces situations-là spécifiques, là, c'est quand même important de s'assurer que dans votre aide-mémoire, vous retrouviez ça. L'analyse du carnet de données, je vous en ai parlé tout à l'heure, on ne fera pas super long. Ça permet une vue d'ensemble de l'utilisation des prothèses de part, l'utilisation du volume. Je vous dirais principalement le volume. Le patient, est-ce qu'il a continuellement baissé le volume de sa prothèse? Si c'est le cas, il a continuellement baissé le volume de sa prothèse, ça vous donne un indice que vraiment que la prothèse, elle est trop forte. Et c'est pour ça qu'on fait l'analyse du carnet de données au départ. C'est que si le patient te dit « Oh non, j'entends bien, ça va bien, il n'y a pas trop de problème » et qu'il baisse continuellement, là, ça vous donne un indice et là, vous renforcez là-dessus de dire « Vous baissez beaucoup le volume. Hein? » Moi, c'est vrai que le matin, je trouve ça un peu fort. Là, ça vous permet de réajuster. Ou au contraire, s'il augmente beaucoup, il ne trouve peut-être pas ça assez fort. Donc, souvent, on a des indices, même si le patient ne les exprime pas de façon spécifique. Donc, c'est important de le faire. Puis, il valide aussi, puis ça valide ou ça ajoute aux commentaires du patient, comme je disais il y a quelques minutes. Donc, justement, l'identification, l'inspection visuelle permet d'identifier des anomalies externes de la prothèse, par exemple des fissures au niveau du boîtier, des pièces manquantes. Il manque le dôme. On va regarder dans l'oreille pour être sûr qu'il n'est pas dedans. Tu sais, de trouver des dômes dans les oreilles, ne vous inquiétez pas, ça va vous arriver en passant. Hein. Donc, c'est important d'avoir des pinces coudées crocodile, style chirurgical, clamp, là, pour pontage coronarien. Donc, ça vous permet de faire le matin des pontages coronariens et l'après-midi de l'extraction de dômes dans les conduits auditifs externes des patients. Non, mais c'est pratique, ces petites pinces-là, pour enlever un dôme. Ça m'est arrivé, moi, à un moment donné, un patient appareillé avec dôme et en enlevant sa prothèse, le haut-parleur et le dôme est dans l'oreille. Et là, je n'ai pas de prise pour pouvoir. Il est loin à l'intérieur de l'oreille, je n'ai pas de prise. Fait qu'il faut que je trouve comment je peux enlever avec ce type de pince-là, puisque le haut-parleur est fait de façon rectangulaire. J'étais capable de le saisir et de l'enlever. Ce n'était pas juste le dôme, c'est que le fil du haut-parleur s'était cassé à la jonction du haut-parleur et du fil. Donc, tout ça était pris dans l'oreille. Donc, c'était un peu une petite pince coudée, je vous dirais, bien pratique. J'imagine que ça, on a le droit, si c'est dans la partie cartilagineuse, si c'est la partie osseuse, il faut référer à l'ORL. S'il a envoyé son dôme et son haut-parleur dans la partie osseuse, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait. Ce n'est pas théoriquement de la façon que c'est fait, ça va rester. Mais effectivement, ce que tu dis, Naïma, c'est parfaitement vrai. C'est dans la partie cartilagineuse. Si, par exemple, il avait essayé de le prendre et il l'avait poussé très loin, là, on va le référer à l'hôpital. Des fois, les infirmières sont capables de le faire au CLSC parce qu'ils ont une délégation d'actes qui est faite par les médecins. C'est une délégation d'actes générale. Moi, je vous dirais que j'envoie souvent des patients au CLSC et les infirmières là-bas sont capables de le faire. Extraction de bouchon de cérumen, même quand il est loin. Extraction, par exemple, de cérustopes qui sont dans l'oreille, qui sont loin. Puis là, on n'est pas capable d'aller le chercher parce que ce n'est pas dans la partie cartilagineuse. Mais là, le récepteur, moi, je le voyais. Je n'avais pas besoin d'autoscopie. Pas besoin d'autoscope. À l'œil nu, on le voyait, il était sur le bord, mais il fallait juste que je le saisisse suffisamment fort. Puis une pince coudée de type crocodile. Bien intéressant. On ne prend pas un Wise Grip, une pince Monseigneur en français, là, ça ne fonctionne pas. Pour les gars qui savent de quoi je parle, hein. C'est un peu trop gros. Mais une pince coudée, c'est pratique. Pour ceux qui ont travaillé dans certaines cliniques, puis s'ils ont eu la chance de voir, par exemple, des kits lyriques de chez Phonak, la petite pince pour insérer la prothèse et la retirer, ça ressemble à ça. Donc, soit ce type de pince-là, mais c'est vraiment une pince coudée de type crocodile. Ils se servent des fois de ça à la paroscopie. Tu as une espèce de truc au bout là, qui va chercher. C'est très, très petit, mais c'est des pinces coudées, c'est pratique pour s'en servir. Donc, le test d'écoute permet d'identifier certaines anomalies internes au niveau de la prothèse. Les microphones sont non fonctionnels. L'écouteur est non fonctionnel, donc ça nous permet d'avoir un certain nombre d'indices à ce niveau-là. Donc, après la collecte de données, donc l'ajustement, l'analyse du ou des problèmes, et on amène une solution.
Donc là, évidemment, je vous dirais que ce n'est pas super long. Là, on a pris beaucoup de temps ce matin, là, mais vous allez voir, vous avez passé à travers toutes ces étapes-là assez rapidement parce que ça va bien, ça va, votre voix va bien, votre voix va bien. Vous entendez bien votre voix, la télé, ça va, le téléphone, non, j'ai pas de problème. Ça passe assez vite ou ça passe assez vite. C'est où on a des problèmes, des fois on en a un ou deux, et là, par la suite, on applique les solutions. À la suite de la collecte des données, on identifie les problèmes et on identifie s'il y a des liens qui existent entre ces problèmes-là. Et c'est important parce que souvent, le patient va vous parler de 3-4 choses, mais ça se résout à une chose. Ça se résout à un seul type d'ajustement. Donc, c'est important d'être capable de faire des liens. Le patient se plaint que la télé n'est pas assez forte, que quand sa femme lui parle, c'est pas assez fort et que quand il est en groupe, c'est pas assez fort. Bien, ça se peut que ce soit la voix forte qui ne soit pas assez forte. Mais tout ça se répercute dans différents environnements qui sont pour le patient distincts, mais pour nous, c'est qu'une seule chose. Donc, c'est important d'en faire. Ça se peut que ça n'ait pas de rapport un avec l'autre, mais dans certains cas, ça peut arriver. Donc, une patiente se plaint que sa prothèse auditive est faible et qu'elle n'entend pas bien la télévision. Par contre, vous observez une accumulation de cérumen importante au niveau du protège cérumen. Bon, ce n'est pas un ajustement que j'ai à faire au niveau de la prothèse, mais c'est peut-être une question d'entretien au niveau de la prothèse et de lui expliquer qu'elle devra peut-être changer le pare cérumen plus souvent. Donc, c'est une solution. Donc, ces deux situations-là sont liées. Donc, là, ici, je vous ai fait une espèce de... On a ça souvent dans nos trucs... allez voir le lexique, pas le lexique, mais dans n'importe quel manuel d'instruction, ils vous disent, vous avez ce problème-là, ben il y a cette solution-là. Il y en a un, votre télé ne marche pas, ben branchez-la. C'est comme s'ils nous prennent pour des épées, des fois, dans ces genres de trucs-là. Mais, donc, part non constant, la solution suggère au patient d'augmenter ses heures de part de manière graduelle, d'augmenter la complexité des situations d'écoute auxquelles il fait face. Il y a un inconfort. On recherche la présence de blessures, puis on travaille l'embout ou la coquille jusqu'au confort des oreilles. Souvent, l'inconfort se présente après quelques heures de part. Donc, quand c'est le cas, c'est un inconfort qui est physique. Le manque de rétention, c'est la même chose. Donc, le manque de rétention, donc on pourrait suggérer une option de rétention adaptée au patient, rétention dans le conduit auditif, rétention au niveau de la conque, au niveau de l'hélix. Donc, on est capable de faire différentes choses. Difficulté de manipulation. On revoit la manipulation avec le patient, le faire pratiquer lors du suivi. On regarde avec lui si des options sont possibles pour lui faciliter la tâche. Exemple, quelqu'un qui aurait une perte de sensibilité au bout des doigts ou qui a de l'arthrite ou de l'arthrose très incapacitante, on pourrait placer, par exemple, une poignée gériatrique sur un embout auriculaire qui lui permettrait de mieux saisir. On pourrait placer, par exemple, une tige d'extraction beaucoup plus rigide, donc qui lui permettrait de mieux saisir parce que donc, c'est souvent ce problème-là. Ou la façon qu'elle place la prothèse. On place la prothèse sur l'oreille avant et ensuite, la coquille est pratiquement bien orientée vers le conduit auditif externe. Donc, on fait rien que la pousser. On va trouver différence soit dans la façon, dans le processus de mise en place. Et des fois, ça va être d'ajouter certains accessoires qui vont être capables de les aider. Ça nous est déjà arrivé à un moment donné de coller carrément une tige de lucette sur une coquille pour que la personne puisse l'utiliser. Oui, ça ressortait un peu de l'oreille, ça se voyait, mais là, on dit à la personne, vous avez le choix. Ça ne se voit pas, vous ne l'apportez pas, ou ça se voit puis vous l'apportez. C'est quoi la balance des avantages et des inconvénients? Là? On essaie d'être le plus créatif possible. Difficulté d'entretien, on revoit l'entretien avec le patient. On lui avait remis un guide d'entretien, ben on revalide avec cette personne-là au niveau du guide d'entretien. On surligne certaines pages, on dit, regardez, ça, c'est plus problématique pour vous, donc c'est important de le faire. L'ajustement inadéquat. Inadéquat, pas que votre ajustement est merdique, là, pas dans ce sens-là, mais on se rend compte que les différents problèmes, donc on refait les ajustements sur le logiciel en fonction des plaintes du patient. Donc, à chaque modification dans le logiciel, est-ce qu'il faut faire un speech map? Enfin, quand je dis au niveau du gain. À moins que tu refasses carrément, tu refasses un reset sur les prothèses, je te dirais oui, mais si tu fais quelques modifications, non. Tu l'as déjà fait aux cibles, tu l'as fait aux sensations du patient. Là, tu as ajouté 3 dB en haute fréquence ou tu as enlevé 3 dB dans un des canaux de la voix faible. Pas vraiment. Au surplus, si tu ne fais pas des modifications au niveau du gain, mais tu fais des modifications au niveau de la performance des algorithmes. Le gestionnaire de bruit de vent, tu l'as mis plus fort. L'abaissement fréquentiel, ben oui, je ne parle pas d'abaissement fréquentiel parce qu'il faut le revérifier, mais tu as juste réajusté l'algorithme de bruit de vent, celui des bruits faibles, la transition entre les environnements sonores, ça ne se mesure pas au RER de toute façon, donc on ne les referait pas.
C'est vraiment si tu fais des grosses modifications, entre autres au MPO, puis à la voix forte 75. Si tu fais des grosses modifications, là, j'aurais tendance à retirer des courbes. Mais tu fais des modifications à la voix faible, pas tant, ça n'aura pas d'impact nécessairement. Ça n'aura pas d'impact négatif de toute façon. Fait que là, on fait un petit quiz. Là. Tout le monde là, ce matin pour que tout le monde soit bien réveillé. Donc, Mme Ruel se présente, revient un mois après son premier appareillage. La problématique qu'elle a, c'est qu'elle se plaint que sa prothèse auditive est faible depuis plus de 15 jours. OK? Donc, on a recueilli les informations suivantes. Au CAE, à VCAE, aucune particularité. Le port est régulier au data logging du matin jusqu'au soir. Madame trouve sa prothèse confortable. L'entretien a fait tous les soirs et votre inspection visuelle le confirme. À son arrivée, la prothèse est bien placée, éprouve pas de difficulté à ce niveau. La rétention, madame dit que l'embout ne glisse pas, donc il reste dans l'oreille. Au test d'écoute, la prothèse est faible au démarrage et lors du test de ligne. À l'inspection visuelle, tout semble beau, le microphone et l'écouteur n'est pas bouché et il n'y a aucune fissure. Donc, comme je vous disais, là, détection des signaux, ça va. Voix faible, ça va. Conversationnel, sa propre voix, ça va. La compréhension de la parole dans le calme, ça va. Inconfort à certains sons et compréhension de la parole dans le bruit est difficile. Voyons. Donc, au carnet de données, confirme que madame a un port régulier, qu'elle a augmenté le volume souvent, qu'elle est exposée à plusieurs types d'environnements sonores. Et les dernières mesures au tympan, votre dernière mesure remonte à son dernier appareillage et aucune modification n'avait été apportée lors de la vérification des sensations du patient. C'est-à-dire que vous êtes sur les cibles. Ce serait quoi le problème? Elle dit que c'est fait depuis 15 jours. Soyez pas timide. Je sais que c'est lundi matin, là. Oui, Jean-François? Je pense qu'on peut se questionner sur l'intégrité de la prothèse. Donc, comment tu le vérifierais? Le premier réflexe, ce serait de l'écouter, mais ça a déjà été fait, puis ça dit que c'est fait, donc j'irai dans la boîte. Bien, un TSNC, effectivement. Fort probablement que la prothèse est défectueuse. Donc, on se sert des outils qu'on a. Ce que je ferais, il n'y a pas de cérumène, la prothèse semble faible, TSNC. Et là, on vérifierait, ce que ça ferait, c'est que ça nous démontrerait que la prothèse est effectivement faible, qu'il y a une pièce qui est défectueuse. Si c'est un RIC et on peut changer le haut-parleur, on le fait, on revérifie, c'est peut-être uniquement ça. Mais ça se peut que ce soit les microphones de la prothèse, ça se peut que ce soit la prothèse, le circuit de la prothèse, même si la prothèse est neuve, elle est récente. Ça peut arriver, c'est de l'électronique, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, tout semblait bien fonctionner. Là, Jessie, tu as levé la main? Vas-y. Oui, j'étais juste curieuse. Si, admettons, la pile est faible, est-ce que le son peut être faible aussi ou c'est vraiment ça marche ou ça marche pas? Écoute, c'est une possibilité. D'habitude, ce qu'on fait lorsqu'on va faire une vérification de prothèse auditive, on fait l'inspection visuelle, on va toujours vérifier si la pile avec le testeur de pile, elle est bonne. Si elle semble faible, première chose, on va changer la pile. Donc, on va savoir effectivement si la pile qui est à l'intérieur. Mais d'habitude, la pile faible n'emmènera pas une prothèse faible. C'est comme une switch on-off. La prothèse va fonctionner ou elle ne fonctionnera pas. Dans les derniers instants de vie de la pile, soit que la prothèse va couper complètement, on pourra avoir une petite période où le son est faible, mais le son faible ne durera pas pendant 15 jours, par exemple. Il ne durera pas pendant. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait. Oui, Jean-François? J'ai juste oublié de baisser mon. M. Berbé, baissez votre main. On répond à la question. Non, je t'agace. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, la prothèse est faible. On écoute. Visuellement, il n'y a rien. La pile est bonne. Il n'y a pas d'obstruction au niveau du microphone. Donc, moi, ce que je ferais à prime abord, si c'est un RIC et je peux changer le haut-parleur, je changerai le haut-parleur, l'écouteur, pour savoir si effectivement, ce n'est pas ça. Si la prothèse demeure faible, je remets l'écouteur original et je fais un TSNC et probablement que ça amènera une réparation. Mise en situation numéro 2, M. Petit revient après un mois de son appareillage. Sa prothèse siffle souvent et semble fluctuer d'intensité. Donc, visualisation au niveau des CAE, légère rougeur dans le conduit auditif externe, il porte sa prothèse régulièrement. Sa prothèse trouve sa prothèse confortable. L'entretien, il le fait tous les soirs. Ton inspection visuelle le confirme. À son arrivée, la prothèse est bien placée et il dit ne pas éprouver de difficulté à ce niveau.
Monsieur dit qu'il doit sans cesse repousser son embout. Le fonctionnement est normal, tout est OK, pas obstrué, rien du tout. Les situations, ça va bien. Il peut y avoir certains inconforts à certaines situations sonores. Confirme que la prothèse, monsieur porte la prothèse régulièrement. Il augmente parfois le volume. Il a été exposé à plusieurs situations sonores. La dernière mesure remonte à son dernier appareillage pour qu'aucune modification ait été faite lors de la vérification aux sensations. De que c'est que vous pensez qu'il y a le problème? Problème de rétention. Je pense que oui. C'est ça, on peut voir, là. Donc, à son arrivée, monsieur dit qu'il doit sans cesse repousser son embout. Donc, le principal problème, c'est qu'on a un problème de rétention. Peut-être que l'embout qu'on a fait faire, même si on avait fait un embout de style canal lock, par exemple, que le canal lock n'appuie pas bien dans la conque. Ou que le patient ait style une conque inversée. C'est un ancien lutteur ou un ancien judoka, par exemple, où les oreilles deviennent en chou-fleur, donc tu n'as pas de rétention. Il faudrait peut-être changer le type de rétention. Ou on avait fait un embout canal ou une coquille canal sans canal lock. On avait placé un dôme. Ben là, on parlait d'embout, là. Mais c'est un problème de rétention. Le problème de rétention peut résulter de deux choses. Il peut être physique. Donc, effectivement, on demande au patient de placer sa prothèse devant nous. Il la place correctement et l'embout ne tient pas bien. Ou deux, il ne la place pas bien. C'est-à-dire qu'il va la placer, mais elle n'est pas enfoncée correctement à l'intérieur de l'oreille. Donc, il ressort, il doit pousser dessus parce qu'il la place pas tout à fait assez bien, pas tout à fait au fond de son oreille. Et une chose qui est hyper importante pour éviter ça, lorsque vous prenez l'impression d'une oreille, vous regardez si on est à 2 ou 4 mm plus long que le deuxième coude, si j'ai toutes les portions de mon oreille, si je n'ai pas de craque de fesses dans la conque, si je n'ai pas de plein de trucs. Mais une chose importante, prenez l'embout, prenez l'empreinte que vous avez et vérifiez l'axe du conduit auditif externe. Donc, vous placez, mettons, vous pouvez tenir l'impression. Si le conduit auditif, il est comme ça, ça va. Si le conduit auditif, il est comme ça, donc dans une pente ascendante, il faut que vous ayez le réflexe de dire j'ai besoin d'un canal lock, j'ai besoin d'un embout squelette, j'ai besoin d'un moyen de rétention supplémentaire parce que si mon canal est ascendant comme ça, ce que ça va faire, sur la planète Terre, on a ce qu'on appelle la gravité, ce qui fait que l'embout va glisser par lui-même. Donc, le fait que le conduit auditif est lubrifié par le cérumen qui est sécrété par les glandes cérumineuses, l'embout va glisser. Donc, le fait d'avoir la bonne longueur, puis là, vous allez vous poser la question, ah, mais pourquoi? Pensez quand vous avez retiré l'impression de s'assurer que le conduit auditif est vraiment droit ou s'il est ascendant, ce qui va vous permettre d'avoir les options de rétention nécessaires. Oui, Jean-François? La situation m'amène une question. Oui. Je ne sais pas comment dire, mais dans des cas comme ça, est-ce qu'il y a des situations où ce que le carnet de données va nous induire en erreur, dans le sens que la prothèse siffle, elle fait des choses bizarres, fait qu'il faut prendre le carnet de données avec un grain de sel? Généralement, c'est fiable. Je comprends ce que tu veux dire. Le carnet de données ne nous donne pas de données sur l'utilisation, par exemple, des algorithmes on va avoir que la durée de part par jour, la moyenne d'heure, les situations sonores en pourcentage, les modifications de volume. On n'aura pas, même au data learning, la présence de feedback n'induira pas en erreur le data learning. Si c'était là un peu le but de ta question, n'influencera pas le data learning de dire de baisser la prothèse parce que le data learning ne se fie qu'aux modifications du patient. Est-ce que le fait que le patient baisse le volume de sa prothèse parce que ça siffle va induire une certaine erreur? Possible. Mais je te dirais que c'est fiable dans 99,9% des cas. Okay. Donc, effectivement, comme tu disais, Nicolas, dès le départ, c'est un problème de rétention. Donc, il faut ajouter de la rétention au niveau de l'embout. Moi, je vous dirais, un beau morceau de duct tape sur l'oreille, ça règle tout. On est capable de réparer des voitures. Les stupéfiants l'ont prouvé. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on a vu M. Petit. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est de vous préparer à un aide-mémoire, comme je vous disais tout à l'heure, pour la cueillette de données lors d'un contrôle post-prothétique. Ce que je veux que vous fassiez,
Et là, vous allez vous. Là, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que vous allez vous inspirer pour créer votre carnet, votre aide-mémoire, je vais par le dire, dans le guide des compétences cliniques de la page 52 à 58 qui recoupe toutes les rencontres post-prothétiques. Inspirez-vous de ça pour vraiment pouvoir le faire. Et quand vous aurez créé votre aide-mémoire inspirée de ça, vous allez aller chercher dans les ressources le CPP1, le contrôle post-prothétique 1, où il y a 4 patients. Et les mises en situation que vous retrouvez de ces patients-là se retrouvent avec les mêmes infos que vous avez ici. Donc, le patient se présente, il y a telle chose, il vous donne, vous recueillez les informations suivantes. Vous avez aussi une deuxième petite portion que l'audioprothésiste a constaté que l'inspection visuelle, faites la VCAE. Donc, vous avez tout ça, là, vous avez vraiment ce que le patient vous a dit, ce que le patient vous a, ce que vous avez recueilli comme information, et ensuite de ça, de remplir, excusez, j'ai accroché la roulette de ma souris, je suis désolé. Donc, ça va vous permettre de remplir votre carnet de données et de trouver la solution aux différents problèmes que les patients ont. Ça va vous permettre de les visualiser parce que, je ne vous le cacherai pas, c'est sûr que dans l'examen final, on va avoir ce type de questions-là. C'est un type de question dans le type d'examen que je veux vous donner avec avec Forms sur Microsoft, des mises en situation comme ça où vous aurez à chercher, c'est pas à chercher, mais c'est à, vous avez compris le concept, bien, ça va vous permettre de mettre en application différentes situations. C'est sûr que ce type de situation-là va se retrouver à l'intérieur de l'examen. Donc, c'est important de faire votre aide-mémoire. Parce qu'à la rigueur, je n'ai pas encore décidé si ça sera à livre ouvert, l'examen. Là, c'est une possibilité. Je suis comme mi-figue, mi-raisin là-dessus, 50-50. Fait que c'est important que vous le fassiez parce que si vous êtes à livre ouvert, ça va vous permettre au moins d'avoir des canevas de base qui vont vous permettre de faire l'examen et de passer à travers tout ça. Donc, il faut compter que l'examen va durer probablement 2 heures. Ceux au service adapté vont avoir 3 heures. Il va être adapté en conséquence. Parce que si je regarde, j'avais posé quand même plusieurs questions sur le dernier, puis ceux qui ont répondu ont pris entre 15 et 30 minutes pour le faire. Donc, évidemment, si je double le nombre de questions, ça va vous prendre entre une demi-heure et 1 heure pour le faire avec la révision. Je n'ai pas envie de vous poser 58 questions non plus ou 125 questions. Ce n'est pas le but, là, surtout si on a des mises en situation. Fait que c'est pas. Il y aura peut-être certains vrais ou faux dans des concepts plus génériques, là, je vous dirais, là, mais vraiment reliés à la prothèse auditive. Fait que même si vous avez vos notes, des fois, c'est plus long de chercher dans les notes, trouver la réponse que d'avoir quand même fait une bonne révision avant et d'être capable de surligner les éléments importants. Comptez que l'examen final, ça ne sera pas du par cœur pur. Là. Puis à la rigueur, ça ne sera pas du par cœur point. Du par cœur, c'est du bourrage de crâne, puis on n'apprend pas grand-chose avec ça. Là. Ça ne sera pas super pertinent. D'autant plus si je vous laisse vos notes, c'est l'heure de faire un examen de cave. Je peux être fort là-dessus. Là. Si vous dites c'est du par cœur, vous avez vos notes. Bravo, champion! Yeah! Thumbs up. Fait que, ça va être plutôt des concepts, ça va être plutôt des mises en situation. Contrôle post-prothétique, pensez que je ne peux pas mesurer l'aspect technique. Je ne peux pas vous envoyer un vérifié de chez vous avec des prothèses et faites-moi un examen technique, là, un examen pratique. Dans l'examen théorique, le contrôle post-prothétique, on fait ça continuellement. Que ce soit au téléphone, quand on fait des contrôles semi-annuels avec les patients, ça demeure un contrôle post-prothétique. Le patient vient de voir et il dit « Ah, ça ne marche pas, ça va bien, ça ne va pas. » Quand il vient pour une réparation, on vérifie toujours ça pour essayer de résoudre des problèmes. Il y a des problèmes qui sont plus complexes, des problèmes qui sont beaucoup plus simples, mais ça dépend des patients. Fait qu'on fait du troubleshooting, là, on fait ça continuellement. Le patient vient. Quand le patient est content, il vient à son contrôle semi-annuel, ça va bien, on fait un check-up, puis ça va bien. La majorité des patients dans nos bureaux, c'est des patients qui se plaignent parce que ça ne va pas bien. La majorité. Oui, ils se plaignent qu'ils n'entendent pas, tu fais une prothèse auditive, ça va bien par la suite. Et on est là pour résoudre des problèmes. Ce genre de questionnaire-là est bon au contrôle post-prothétique, mais il est bon de façon assez générale, je vous dirais. Donc, ce qu'on va faire cet après-midi, donc, on arrive à la fin. Donc, voyez-vous, j'ai réussi à mettre de la lumière bleue et orange dans mes trucs. C'est pas, je trouve ça fantastique.
Non. Donc, cet après-midi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le contrôle prospothétique. Si vous avez quelques questions, mais on va surtout revoir ensemble le formatif qu'on a fait. Comme je l'ai dit, on va passer toutes les questions. Et les questions en développement, comme je vous ai dit, j'ai extrait toutes les réponses. J'ai effacé les noms pour pas qu'on pointe des gens du doigt, ce qui est une mauvaise chose. Et ça va nous permettre de voir aussi que la réponse, oui, ça c'est vrai, mais pas tout à fait, il faut faire attention à telle chose. Ça va vous permettre de relativiser certaines choses pour être sûr que ça soit. Puis d'autant plus qu'il y avait certaines questions pour lesquelles vous n'avez pas vu nécessairement la matière. C'est surtout que vous appropriez le format ou le média qui était utilisé, qu'on va utiliser pour l'examen final. Moi, j'ai une question ensuite pour vous autres. Avez-vous des questions sur le travail dirigé? Ou vous n'avez pas en tout regardé, puis là, vous avez dit, oh, c'est vrai, il faut que j'y pense, j'ai à remettre ça le 22, ce qui peut arriver, ça reste que c'est dans 4 semaines. Mais pensez-y, je sais que vous n'avez pas que mon cours, vous avez d'autres cours aussi, vous avez d'autres travaux à faire, mais si vous n'avez pas fait la réflexion par rapport au travail demandé, ça demande quand même une certaine réflexion, surtout que c'est un travail de réflexion, c'est le cas de le dire. Donc, peut-être juste si jeter un coup d'œil déjà au départ, puis si vous avez des questions, ça va être le temps de pouvoir adresser les questions. Oui, Jean-François? Moi, c'est l'aide-mémoire que vous demandez, que je ne sais pas sûr c'est quoi la tâche. Parce que le guide des compétences, c'est déjà un aide-mémoire. Ben, vous pourriez déchirer la page ou l'imprimer ou faire. Oui, ça fait un compte de. Il y a des gens qui vont utiliser, ils vont carrément se bâtir l'aide-mémoire. Un aide-mémoire, c'est pas une. Comment je peux te dire ça? C'est quand même pas un projet de recherche. Il faut que ça soit quelque chose qui tienne sur des situations, qui tienne à la rigueur sur le recto d'une demi-feuille 8,5-11. On veut pas. Il ne faut pas que ça soit à 4-5 pages. C'est effectivement, comme tu dis, Jean-François, mais vous êtes capable de résumer à l'intérieur de fois d'une demi-page toutes les questions. Puis c'est souvent des cases à cocher. Si tu es capable de résumer toutes ces situations-là où tu peux, sans que ça soit, ça peut tenir sur une page, mais il ne faut pas que ça tienne sur 3-4 pages. Sinon, tu vas chercher, puis c'est vraiment dans. C'est comme un historique de cas. Tu as un historique de cas, une anamnèse, ça tient sur une page, ça ne tient pas sur 3-4 pages. Les exemples que vous avez mis, il faut les avoir faits pour tantôt ou on les fait tantôt? Non. Les exemples que j'ai mis, c'est pour être faits la semaine prochaine. Après-midi, on ne voit que le formatif. Okay. Parce que la semaine prochaine, on va revoir ces situations-là. Je vous laisse toute la semaine pour pouvoir revoir pouvoir le faire puis vous pencher tranquillement là-dessus. Ce n'est pas pour cet après-midi, c'est pour la semaine prochaine. Oui, Fauzi? Par rapport au devoir du 22 mai, là, le travail qu'il faut rendre, oui. Est-ce que on prend chaque partie et dans chaque partie, il faut mettre le savoir-être, le savoir-faire et le savoir, c'est ça? Oui. Moi, je te dirais, ce qu'il ne faut pas faire, c'est un travail avec un point de forme. Là, tu prends le savoir-être et tu marques le point du savoir-être. Puis là, tu dis, ben ça, je suis à l'aise, ça, je ne suis pas à l'aise, ça, j'ai mis. C'est plutôt dans la réflexion que je veux que vous fassiez. Il faut aborder tous ces points-là, mais plutôt dans un texte continu, avec des paragraphes. Donc, tu peux toucher certaines situations tu peux toucher peut-être 7-8 points dans le savoir-faire, savoir-être et savoir dans le même paragraphe, par exemple. Mais il faut que tu touches tous les points. Non, mais je veux dire, tu as séparé plusieurs aspects techniques dans la consigne. Ben, en fin de compte, c'est pour vous dire. En fin de compte, j'ai séparé les aspects techniques pour vous faire penser à ces aspects techniques-là, donc de ne pas les oublier quand on est au savoir ou au savoir-faire, par exemple. C'est d'être sûr que vous vous rappeliez que vous avez pris des prises d'impression, que vous avez, ça fait longtemps, là, et vous en avez déjà pris, que vous avez fait des RECD, que vous avez fait des mesures NC, donc dans le savoir-faire et dans le savoir, et vous pouvez recouper plusieurs choses là, à ce niveau-là. C'est pour ça, c'était pour être certain que vous n'oubliez pas ces aspects techniques-là. Et je n'ai pas de réponse de ta part, Fauzi, c'est pas clair, j'en suis convaincu dans mes explications. C'est parce que j'ai bugué. OK. Et du coup, j'ai pas entendu ce que tu as dit. OK. En fin de compte, ce que je te disais, c'est que les aspects techniques que j'ai séparés, c'est de ne pas vous faire oublier que vous avez déjà accompli ces tâches-là. Donc, dans le savoir et le savoir-faire, c'est de ne pas oublier ces choses-là.
et qui vont recouper plusieurs aspects du savoir et du savoir-faire. Puis comme je disais, c'est que ce n'est pas un travail en point de forme, que tu prends chaque détail, que tu prends chaque point du savoir-faire, puis tu dis, ben ça, oui, je le maîtrise bien, ça, je ne le maîtrise pas bien, ça, il faudrait que j'améliore, ça va, ça, c'est correct. C'est pas comme ça dans un texte continu et avec des paragraphes dans lesquels, dans certains paragraphes, tu vas pouvoir. Je te donne un exemple très simple. Tu vas dire, lorsque j'effectue des mesures de RECD et de REAR, ben, je trouve que j'ai une bonne maîtrise de la sonde et je suis capable de les placer correctement. Ben là, tu vas voir dans ton savoir-faire que ça va toucher 3-4 points en même temps. Lors de la prise d'impression, j'ai un peu de misère, la mousse tourne, donc je dois améliorer cette situation-là. Puis là, tu te rends compte que, ah ben ça, j'ai déjà vu ça. Tu sais, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est que tu vas plutôt faire un travail de réflexion et ensuite de ça, tu t'assures de toucher chacun des points du savoir-faire, savoir-être et savoir. D'accord. C'est clair, Fauzi? Oui, oui. Ah, mon Dieu, ta voix, en tout cas, dis-la à ta voix parce que je ne suis pas convaincu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ça semble clair? C'est bon. Fait que cet après-midi, on va regarder ensemble tout le formatif qu'on a fait, que vous avez fait. Et on va pouvoir, si vous avez des questions, si jamais vous avez des lectures ou des questions sur le travail pour le 22, il ne faut pas vous gêner. Je sais quoi que ce soit, évidemment, Colnet fonctionne très bien. Ce n'est pas un problème. Ce qu'on a à faire, c'est pour la semaine prochaine? Oui, c'est pour la semaine prochaine, Cassandra. C'est quelle heure? Pardon? C'est à quelle heure la date? Le deadline, il est à quelle heure? Le matin. C'est pour le matin, parce qu'on revoit ça le matin. Okay. Donc, le deadline, je ne sais pas, moi, 5-6 heures le matin. C'est pas ça. Le cours est à 9h30, fait que jusqu'à 9h29, mettons. Il faut le remettre? Non, non, non. Ben non, il ne faut pas le remettre, mais si vous ne le faites pas, ben c'est libre à vous de ne pas le faire. Moi, je trouve que c'est un bel outil parce que vous risquez de vous en servir durant l'examen si vous êtes à livre ouvert. Si vous n'êtes pas à livre ouvert, vous ne l'avez pas, vous avez peut-être pédalé un peu. C'est à vous de voir, là. Mais je trouve que puis il va vous servir, d'autant plus que ça va vous servir beaucoup lors du prestage, parce que c'est un outil à lequel on se sert beaucoup en prestage pour quand vous allez voir vos patients. C'est quand même, ça serait important de le faire. Fait que, je vous suggère de le faire, d'autant plus que comme on va revoir les situations, et là, je vais vous questionner beaucoup sur ces situations-là, fait que ça va être important de le faire. C'est bon? Fait que cet après-midi, on voit le formatif. La semaine prochaine, on va revenir sur les situations. On voit également différents aspects. La semaine prochaine, je ne me rappelle pas. Là, je vais le poster de toute façon cet après-midi, mais on revoit les aspects, les 4 patients du CPP1. Puis on revoit d'autres technicalités là, au niveau des ajustements de prothèses. Entre autres, comme Catherine avait déjà mentionné. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, Catherine, il y a une espèce de tableau. Mais là, on va avoir un tableau un peu plus précis sur le patient se plaint que la voix est métallique. Bien, qu'est-ce qu'on doit modifier? Le patient se voit que la voix faible n'est pas assez forte. Bien, c'est ça qu'il faut modifier. On tombe comme à l'étape 2 du suivi post-prothétique. Excellent, Catherine. Fait que c'est parce que tu avais posé la question la semaine dernière. Fait que c'est là qu'on s'en va. Là, c'est contrôle post-prothétique 1. On voit CPP 2, donc contrôle post-prothétique 2. Donc là, on a vu plutôt les problèmes physiques de rétention, de manipulation, d'entretien et de counseling qu'on peut faire. La semaine prochaine, on voit vraiment l'ajustement spécifique sur les prothèses compte tenu des différents problèmes que les patients peuvent soumettre. Donc sur ça, je vous souhaite un bon dîner, un bon petit repos, une bonne petite sieste d'avant-midi. C'est bien, surtout quand c'est plus froid que hier. Et on se revoit cet après-midi à 14h. Je vous ai envoyé 2 courriels liés à ça. Le premier, n'en tenez pas compte parce que j'ai cédulé la rencontre à 2h du matin. J'étais en format 24 heures. Fait après ça, je me suis aperçu 2 heures épais. J'en ai envoyé un deuxième tout de suite après qui est le bon. Fait que, vous avez eu comme 3 courriels. Un pour la séance du matin, un pour la séance d'après-midi, mais vous en avez un deuxième pour la séance d'après-midi. Prenez le deuxième, c'est pour 14 heures. L'autre, il est déjà passé, c'était à 2 heures la nuit passée. J'étais comme ordinaire un peu. J'étais tout seul. Pas parce que je n'ai pas voulu le donner, mais il n'y a personne qui m'accompagnait. Je me suis senti seul. Mais c'est pour ça que je l'ai renvoyé tout de suite. On se revoit cet après-midi à 14 heures. Est-ce que c'est possible sinon de faire comme Hugues, où c'est un lien vraiment, mais pour tous les cours? Oui, parce que je n'ai pas créé de récurrence. Oui, je pourrais le faire. Oui, je pourrais. Pour les prochains cours, je le ferai parce que je n'ai pas créé de périodicité pour les cours. Mais oui, je pourrais le faire, Naïma. C'est juste que je ne l'ai pas fait. Je vais le faire. Donc, vous n'aurez que le même lien. Puis là, dans 2 semaines, quelqu'un va dire « J'ai perdu le lien, peux-tu me le renvoyer? » Mais je vais en créer un, puis ça va être le même pour le matin, le même pour l'après-midi. Là, je suis obligé de créer 2 liens parce qu'on a 2 séances. Là.
je ferai avec la périodicité, je le ferai. Fait que vous pouvez le mettre dans vos affaires. Pas de problème, je vais faire ça. Good. Fait que bonne fin d'avant-midi, on se revoit cet après-midi. Salut! À 2 heures flush, Patrice? Oui, 2 heures flush, Jean-François.